Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Third Strike, le podcast actu, jeux vidéo et pop culture de l'équipe de Third Edition. Et pour cet épisode, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de toute l'équipe de Third. Tous les membres sont là, en commençant par Ludo. Oui, comment vas-tu ? Ça va très bien. Nickel. Et Damien aussi est avec moi. Ouais, salut. Ken. Bonjour. Et Nico. Bonjour à tous. Voilà, j'ai pas fait les noms de famille pour aller plus vite, parce qu'on est là pour gagner du temps. On a beaucoup de sujets à aborder au programme de cette émission, le Tour de Strike, donc avec de l'actu. Damien va nous parler de Life is Strange True Colors, du rétro avec les sujets de Nico et Ludo, Grandia et MGS5. Oui, MGS5, c'est déjà un peu du rétro. Ken nous parlera d'un manga, Fruit Basket, et moi, je vais vous causer d'un film et d'un manga, Free Guy et Shangri-La Frontier. Donc, je triche, j'ai deux sujets, mais vous inquiétez pas, ça sera rapide. La suite, c'est les rubriques habituelles, les vrais débats, on the spot, et enfin, carte noire et carte blanche. Damien, je me tourne vers toi, je me tourne vers l'actu chaude et bouillante, presque. Life is Strange True Colors, c'est assez récent. C'est assez récent, c'est une actu colorée. Première question, c'est laquelle ? Laquelle de couleurs. Elles sont plusieurs, des vraies couleurs. Oui. Raconte-nous un petit peu ton expérience sur ce jeu. Alors, une expérience un peu en demi-teinte pour Life is Strange True Colors. J'adore le Life is Strange 2, qui est pour moi un grand jeu. T'aimes bien Life is Strange en général ? Life is Strange 1, j'avais plutôt apprécié. C'était un jeu qui, selon moi, avait un peu les défauts du premier jeu de ce genre, en tout cas, où il était un peu trop référencé. En fait, les influences étaient trop évidentes. On sentait qu'ils avaient un peu du mal à s'en détacher. Au point qu'il y a des moments qu'on pouvait qualifier presque de plagiat dans les inspirations et tout. Ça, il y avait l'effet papillon, il y avait Donnie Darko, enfin, il y avait vraiment des trucs trop évidents. Mais j'avais beaucoup aimé l'expérience. Il y avait des moments très très forts, très réussis dans la manière de gérer justement les choix, la symbolique aussi sur le voyage dans le temps, le retour en arrière dans le temps, etc. Donc il y avait des choses très belles. Life is Strange 2 pour moi c'était un aboutissement en matière d'écriture, en matière de rythme, en matière de sujets abordés et tout. Je trouvais ça extraordinaire. Et je n'avais pas fait donc le Life is Strange comment il s'appelle, celui qui était Before the Storm. Before the Storm, qui était donc un spin-off qui se passait en fait avant, une préquelle en gros du premier Life is Strange, et qui était fait par un autre studio que Dontnod. Oui, voilà, faut rappeler les deux premiers, c'est Dontnod, des jeux très narratifs. L'autre c'était Deck Nine, oui, qui a justement fait donc Life is Strange True Colors, parce que Dontnod est parti sur d'autres, ils font d'autres projets maintenant. Et donc True Colors, pour le coup, je l'attendais avec impatience. J'avais beaucoup aimé la bande-annonce, le concept, l'idée d'avoir un personnage qui cette fois peut lire les émotions des autres, ça promettait vraiment. Pour dire rapidement l'histoire, en fait, en gros, on contrôle une jeune femme qui s'appelle Alex, qui a été en gros placée, c'est une enfant placée, donc qui s'est retrouvée d'aller de famille en famille, etc. Parce que bon, voilà, forcément, elle a eu une enfance assez compliquée, assez difficile, et elle avait un frère aussi qui, pareil, était placé, mais qui lui a eu la chance d'être adopté assez rapidement, tandis qu'elle continuait de voguer de famille en famille. Et en fait, quand il a été adopté, forcément, il a emménagé avec sa famille, ils se sont perdus de vue. Pendant 8 ans, ils ne se sont pas vus, mais son frère a quand même essayé derrière de retrouver les coordonnées de sa sœur. Il voulait à tout prix la revoir, il a réussi à la recontacter donc après 8 ans, et il lui propose en fait de venir vivre avec lui. Dans sa ville en fait à Haven, qui est donc une petite ville dans une montagne au pied. Un vrai refuge. Un vrai refuge, non mais une ville très jolie, très mignonne, très colorée pour le coup, avec même des couleurs où les choix esthétiques, on se dit ça ne peut pas exister dans la vraie vie, où ils exagèrent un peu les teintes de violet, de machin. Dans l'ambiance au général, on est un petit peu comme Life is Strange les deux premiers, un peu Sundance. Toujours ce côté un peu doux amer, un peu mélancolique et en même temps guitare sèche. Voilà, guitare. Bon voilà, on est là pour le coup, on reconnaît vraiment la patte de Life is Strange. On est en territoire connu. Et donc, ce point de départ de l'histoire, c'est effectivement Alex qui rejoint donc son frère. Elle accepte sa proposition, elle y va, elle est contente, elle a envie de démarrer une nouvelle vie. Et il va y avoir malheureusement un drame qui va avoir lieu à la fin du premier épisode et qui va un peu enclencher tout le reste de l'histoire et qui va tourner autour de une compagnie en fait minière qui contrôle un peu la ville et qui voilà. Bon, c'est pas très original. Une enquête derrière. C'est pas extrêmement original et j'étais même assez déçu à la fois de cette approche là de l'histoire. Je m'attendais pas. En fait, je savais pas du tout de quoi le jeu allait parler. Je me rappelle avoir vu la bande annonce, mais j'avais un peu zappé quel allait être le sujet. Et j'avoue que quand j'ai vu que ça allait tourner un peu autour de cette petite enquête et tout, ça m'a un peu refroidi. De même que à mon sens, il se passe trop de choses dans le premier jour où elle arrive à Haven, où justement c'est le jour où il y a le drame. Il y a trop de choses qui arrivent d'un coup. Je trouve pas ça crédible une seconde où pile poil ce jour-là, il se passe forcément des choses pas bien. Je trouvais ça un peu dommage, ça m'a un peu sorti du truc.
Juste une précision, donc on est encore dans un jeu très narratif Oui. dans lequel, comme les premiers Life is Strange, le personnage principal a quelque chose d'étrange, une sorte de pouvoir, et donc ce pouvoir c'est quoi exactement? Donc celui-là, alors, mais justement, je sais pas. C'est ça. Non, mais ça m'a perturbé Dommage. parce que l'idée était vendue comme elle peut lire les émotions d'autrui. D'accord. Effectivement, en fait, quand il y a une émotion très forte chez la personne avec qui elle discute ou pas loin, il y a une aura en fait de couleur qui arrive autour de cette personne pour signifier l'émotion dominante à ce moment-là. Donc ça va être le rouge pour la colère, ça va être le violet pour la peur, voilà, bon, et c'est que des émotions négatives, en tout cas qu'elle voit au départ. Mais c'est pas très fantaisiste, enfin c'est une forme de synesthésie ça, moi je suis connu C'est de des gens. l'empathie, même. presque. Non, mais le truc des couleurs, des gens qui voyaient les gens avec l'associer, chaque personne a une couleur, c'est pas très, enfin c'est rare hein, évidemment, mais c'est quelque chose qui existe. Alors son que pouvoir remonter va- le temps, je connais personne Son qui a. pouvoir va au-delà de ça, en fait. Ah, Et d'accord. c'est là où je comprends plus rien à son pouvoir. C'est qu'en fait, donc, quand il y a quelqu'un qui a une émotion forte, elle peut se concentrer sur cette émotion et lire les pensées du personnage. Donc elle les lit clairement, clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que par exemple, si le personnage va parler de quelque chose, donc on ne connaît pas l'héroïne, Oui. bah, elle va l'apprendre du coup. Ça va être, dire, oh, hier j'ai vu telle personne et tout, bah, elle va le savoir. Donc elle va vraiment lire les pensées, et plus encore, elle peut carrément ensuite accéder à des pensées associées à des objets qui sont associés à ces émotions-là. Par Ouais, exemple, si ok. la personne a des souvenirs forts associés à des objets présents dans une pièce, ben nous, si on s'approche de l'objet en question, on va avoir des souvenirs qui vont ressurgir, qui vont être le passé de cette personne. Donc, en fait, Elle est télépathe, quoi. Ouais, c'est au-delà de la télépathie. C'est carrément qu'elle peut accéder à des souvenirs sans même que la personne soit présente, juste associée à l'objet. Xavier quoi, professeur Xavier. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai pas trop compris. Et finalement, le côté lecture de l'émotion, bah, à mon sens, elle est biaisée parce que ce qui était prometteur avec ce concept, c'était que justement, dans nos dialogues, nos interactions avec autrui, on allait s'accorder avec le fait qu'on peut voir l'émotion réelle que ressent le personnage. Parce qu'un personnage, il peut nous dire quelque chose et en vrai mentir et à ressentir autre chose profondément. Donc moi, je m'étais dit que si on voyé par exemple tel personnage, bah, à ce moment-là, il ressent de la peur alors qu'il a une poker face et qu'il est en train de te dire un mensonge gros comme une maison, je sais pas quoi, bah, derrière, dans la discussion, on pouvait peut-être lui répondre pour aller dans le sens de, ah oui, essayer de comprendre pourquoi il a peur, etc. Sauf que là, en fait, comme on a accès carrément à ses pensées, on sait de quoi il a peur. On sait en fait qu'est-ce qui va pas chez cette personne. Donc je trouvais ça un peu vain, cette idée d'émotion, et aussi un peu pas caricatural mais un peu grossier, c'est-à-dire que les émotions quand on est adulte, elles sont quand même assez complexes, elles sont mêlées. Alors là, c'est l'émotion dominante qui ressort, mais il y a des scènes où ça m'a semblé très maladroit. Je vais citer un exemple sans décrire ce qui se passe vraiment dans la scène pour pas spoiler ceux qui aimeraient le faire, mais par exemple, il y a un personnage qui est en deuil. Donc il est très triste, etc. On va le voir, on discute avec lui, et là, à un moment, il y a des souvenirs qui ressurgissent liés à la personne par rapport à qui est morte, quoi, Okay. avec laquelle il est en deuil, et qui lui rappelle de bons souvenirs. Et là, d'un seul coup, il devient avec un sentiment de joie pure, donc il y a une lumière dorée autour de lui, etc. C'est une joie absolue, etc. Mais il est toujours en deuil. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça. T'aurais aimé que ça soit plus subtil, que les couleurs se fusionnent peut-être. C'est que normalement, c'est ça. C'est que t'es censé, c'est de la nostalgie en fait qu'il éprouve à ce moment-là. La nostalgie, c'est pas juste un sentiment de pure joie. C'est une joie qui est teintée de mélancolie, de tristesse. C'est les deux qui se mêlent, qui rebondissent, l'une qui prédomine sur l'autre, mais qui peut varier, etc. Donc c'est vraiment. Et ça, je l'ai pas du tout retrouvé. Du coup, j'ai trouvé ça, pas du tout crédible. J'ai entendu dire, mais ça marche pas, quoi. Ce personnage-là, il peut pas être éprouvé uniquement de la pure joie. Et le mot pure joie, c'est ce qu'emploie l'héroïne. C'est pas moi qui extrapole par rapport à l'émotion comme ça. Ça dit, ce que je ressens là, c'est de sa pure joie et tout. Mais... Bon, surtout un souci de lisibilité autant dans le script que visuellement, quoi. Ouais, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, voilà, là je parle de tout ce qui m'a déplu dans le jeu et ça, plus l'enquête, donc effectivement, qui est dans la résolution était dommage. Le jeu d'ailleurs qui reprend énormément sur la fin la structure du premier Life is Strange, donc on se retrouve avec la fin de l'épisode 4 avec la révélation sur je vais pas dire, mais bon, il y a une révélation par rapport à cette enquête, etc. En termes de structure, on est toujours sur un jeu épisodique. Toujours un jeu épisodique, mais qui cette fois-ci est sorti en entier. D'accord. Donc les histoires sont structurées de manière épisodique, mais par contre on peut faire tout le jeu d'un coup. Ça reste agréable en termes de rythme. Chaque épisode, il y a une sous-intrigue qui se clôture. Chaque épisode a sa petite intrigue, hein, ça c'est clair. Okay. Après, je l'ai trouvé un peu ennuyeux, quoi, quand même. J'avais du mal à rentrer dedans. Le premier épisode, j'avais bien aimé, mais justement, j'avais été déçu de la fin où quand il y a le drame qui survient et où je m'étais dit, mais s'il y a trop de choses qui se passent dans cet épisode, ça colle pas. Et les 3 épisodes suivants, je te bon, c'est quand même un peu mou du genou et j'avais du mal à voir ce que ça voulait vraiment développer, justement. Dès que ça revenait sur l'enquête, c'était pas très intéressant. Et dès que ça revenait sur les personnages eux-mêmes, c'était plus sympathique. C'était d'ailleurs le cœur même du jeu. Mais ouais, je me suis ennuyé, alors que ça a jamais été le cas dans les 2 premiers Life is Strange. Après, c'est peut-être parce que justement, je me suis pas connecté au jeu. Peut-être que des personnes qui
arriveront plus à se projeter, arriveront à ressentir des choses dans ces épisodes-là et ne pas s'ennuyer, je sais pas. Mais par exemple, voilà, je disais donc l'épisode 4 se termine sur cette révélation et l'épisode 5 commence sur un délire un peu dans les souvenirs de l'héroïne, exactement comme le début de l'épisode 5 de Life is Strange 1 où on avait aussi ce délire presque Silent Hill-esque où on était plongé dans un agrégat de souvenirs un peu particulier. Donc ouais, j'étais un peu déçu. Je trouvais que la direction que prenait le jeu n'était pas spécialement intéressante. La sous-intrigue principale n'était pas très intéressante. Mais j'ai malgré tout passé un bon moment. Donc on va finir sur quand même. positif. Voilà. J'ai malgré tout passé un moment agréable parce que j'ai bien aimé l'héroïne, Alex. J'ai bien aimé l'ambiance de la ville, Daven. J'ai bien aimé les divers personnages secondaires qu'on rencontre. Tous plus ou moins sympathiques. C'est un vrai twist dans cette chronique. Oui, bah, fallait attendre l'épisode 5, tu vois. C'était pour pas être uniquement négatif. C'était vraiment, je trouvais ça important de parler de la déception parce que voilà, Life is Strange 2, c'est un jeu qui a beaucoup compté pour moi là quand je l'ai fait il y a quelques mois. Il me mente encore aujourd'hui. Il y a plein d'éléments du jeu qui me reviennent. Je me rappelle presque par cœur en fait tellement je l'ai adoré. Et là, c'est vrai que plus je jouais, plus je me suis dit bon, ça va pas me laisser grande trace. C'est un peu dommage, mais voilà. Malgré tout, c'est un jeu que j'ai trouvé agréable, qui ne prend pas non plus à défaut la démarche de Life is Strange. Donc il y a de grandes chances et je connais d'ailleurs des personnes qui ont beaucoup apprécié le jeu. Donc il y a de grandes chances que si vous essayez et que vous appréciez de Life is Strange, peut-être que vous allez beaucoup aimer True Colors. Il avait l'air peut-être un peu plus solide techniquement, donc les premiers Life is Strange, qui avaient un côté c'est des textures un peu grossières, enfin ça donnait une identité, oui, mais ça s'est un peu amélioré là-dessus. Après on connaît quand même le style, la patte esthétique assez similaire. Et puis ça m'a jamais choqué le côté technique sur les deux premiers, j'avoue que c'est pas vraiment. Moi non plus, mais je sais que le premier tu rentres pas dans le délire, il a un aspect un peu cheap quoi, un peu poupée 3D bizarre, ouais. Bon. Le côté fantastique est un peu plus lointain aussi, c'est vrai que c'est un peu dommage aussi dans les premiers Alors c'est vraiment le premier qui a un aspect fantastique très développé. Le 2 déjà il en était très éloigné hein. Le 2 d'ailleurs le personnage principal qu'on contrôle n'a même pas de pouvoir, c'est son petit frère qui a le pouvoir. Mais c'est existant dans ce monde-là quoi, ils ont des pouvoirs les gens. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a cette thématique, alors j'ai pas fait Life is Strange mais j'ai l'impression d'un point de vue extérieur que c'est des thématiques et des histoires qui sont très adolescentes, alors c'est pas un reproche, c'est des thématiques. Est-ce que c'est encore le cas sur True Colors? Je trouve que c'était déjà pas le cas sur le 2 hein. C'est pas des histoires d'ados? Bah il y a un peu histoire d'ado, jeune adulte, mais en même temps sur des thèmes très adultes, sur justement l'immigration, enfin il y a plein de trucs qui sont peut-être sur la place que peut avoir un adolescent au sein du monde adulte moderne en fait. Mais le 2 il y avait aussi toutes des réflexions sur les outcasts et tout, enfin sur justement ceux qui veulent un autre type de vie, un autre type d'existence. Est-ce que c'est toujours par ce prisme adolescent peut-être à moitié. Dans le 2 c'était et donc dans le 3 est-ce que dans le 3 c'est le cas? Dans le 3 c'est une jeune femme quand même, donc du coup d'accord. Moi, là, on est plus donc il s'éloigne aussi de ça. Ouais, on est sur une jeune femme, justement une jeune adulte qui entre un peu dans les problèmes liés à une vie d'adulte, mais comme elle a vécu de toute façon une enfance compliquée avec tout voilà, le fait qu'elle était séparée de son frère, de sa famille, qu'elle ait vécu dans plein de familles, mais que ça soit jamais bien passé, c'est encore, voilà, on peut pas associer ça non plus à l'ensemble de l'adolescence. Contrairement au premier, où pour le coup, justement, on était plus sur quelque chose qui peut parler à un peu plus de monde. Ok. J'aime bien demander à chaque fois à Ludo et Ken, est-ce que Life is Strange ça vous chauffe? Je sais ce qu'ils vont répondre. Pourquoi on est des dissidents? Bah, un petit peu, c'est toujours un nom assez ferme. Non? Ah, non, vraiment non. Moi, Life is Strange, j'ai essayé le premier épisode, tu sais, il était gratos du 1, là. Je me suis dit non. Gratos, carte blanche, quand même. Non, même pas carte blanche malgré le gratos. Ouais, juste le premier épisode du premier jeu m'a dit ouais, ça me saoule. Enfin, je me suis dit ça me saoule et du coup, j'ai lâché le truc. C'est pas pour toi, Ludo? Exactement comme Ken. Ok, donc on a différents profils. On est vraiment des dissidents. Ouais, Nico, je crois que t'aimes bien, toi. Ouais, j'ai fait Life is Strange 1 que j'ai beaucoup aimé et je compte faire le 2, d'autant plus que Damien me le recommande chaudement. Mais je suis quand même, moi, curieux de cette série, de voir comment elle est traitée par Square Enix, parce que ça a été un succès surprise, personne l'avait vu venir, c'était un petit projet. C'est une série qui a quand même une identité marquée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qui est très associée à Dontnod, quand même. Et voir comment ils essaient de faire perdurer la série avec un autre studio, et qui fait un peu que copier, quoi. C'est des jeux de commande, là où justement, Dontnod, c'est des jeux qui étaient assez, je pense qu'il y avait vraiment un désir de raconter quelque chose, donc, je trouve ça intéressant à suivre, voir comment un Square gère la licence. C'est vrai que Life is Strange 2 était assez radical sur plusieurs choix. Rien que le fait, justement, que le personnage principal n'ait pas de pouvoir, c'était déjà un choix assez osé, qui a pas qui a pas plu à pas mal de monde, hein, où on se retrouve, mais bah, c'est nul et tout. Oui. Pour moins d'interaction, du coup, possible. Parce que c'est vrai qu'en termes de game design, de gameplay, finalement, dans le 2, on se retrouvait surtout à faire, des choix de dialogue, mais on avait même plus cette option du rewind qui était dans le premier. Ouais. Là, dans le 3, à chaque fois qu'il y a une option liée à l'émotion, en fait, c'est un truc obligatoire.
l'histoire, donc pareil, il y a pas de truc très Ouais, intéressant et puis le là-dessus. succès du 1, c'est pas mal construit sur les personnages du premier épisode, et qui du coup sont pas réutilisés. Je pense que quand Dotnod a dit pour le 2, on change complètement de setting, je pense que Square Enix était un peu deg. De toute façon, le True Colors, c'est pas le 3, là. Il y a un changement de studio, mais même dans la nomenclature du C'est vrai que ça nom. s'appelle pas Life is Strange 3. Ouais, Ça peut peut-être. mais bon, Node a pas l'air de dire qu'ils vont revenir sur Life is Strange un jour. Non, il n'y a donc, pas eu de déclaration. Après, ils ont fait Tell Me Why, qui est une exclue Xbox, je crois. C'est Life is Strange 3, quasiment. Oui, donc là, c'est pareil. Dans l'absolu, on peut le considérer comme Life is Strange 3. Ouais. Il y a rien qui pourrait dire que ce n'est pas Life is Strange 3. Autant le Before the Storm est associé au 1, donc là, on peut effectivement ne pas lui mettre mais que ce soit Tell Me Why ou Life is Strange True Colors, chacun pourrait être appelé Life is Strange 2, 3, 4, ça changerait pas grand chose. C'est vrai qu'à chaque jeu, le monde grandit. Il y avait un petit DLC, un prologue, Captain Fantastic. Comment il Captain s'appelait Spirit. Captain Spirit. Spirit, qui était un gratuit, gratos. Qui avait l'air C'était sympa, mais en l'équivalent tout cas- d'un épisode, et qui était lié à Life is Strange. Il y a un truc Ouais. un truc un peu secondaire de Life is Strange. Qui agrémente encore ce monde-là. C'est vrai que ça a du succès, mais c'est chouette, c'est qu'il continue à bâtir sur cette licence. En tout cas, on verra par la suite une autre licence qui est aussi assez énorme, qui a beaucoup d'épisodes. Ludo, je me tourne vers toi. Tu sais que je vais parler de toi. Metal Gear Solid 5. Ouais. Bon, un jeu qu'on connaît pas mal, mais que tu as découvert assez récemment. Oui, alors en fait le jeu je l'ai depuis longtemps puisque mes parents me l'avaient offert à mon anniversaire en 2015. Alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Ah oui, En 2015. Ouais, mais je sais plus quel mois. En septembre. En septembre, bah voilà, je l'avais Day vraiment one, eu, quasiment. je l'avais vraiment eu Day One, mais j'y avais pas joué. Alors j'avais fait Ground Zeroes l'année d'avant, en 2014, mais je l'avais pas lancé. Alors j'étais sur d'autres trucs à ce moment-là. Et pourquoi? Alors en fait j'avais une appréhension vis-à-vis de ce jeu parce que j'avais détesté MGS4. Voilà, sachant que j'aime beaucoup les trois premiers. Moi j'adore le 1, le 2 et le 3. Et j'avais pas du tout aimé le 4, j'avais pas fait Peace Walker. T'avais sauté Portable Ops et Peace Walker. Ouais, je les avais sautés. Du coup, ouais, j'avais pas de motivation à faire Metal Gear Solid 5. Et là, cette année, je sais pas trop pourquoi. Ce qui se traduit par 6 ans d'attente, quand même. Ouais, 6 ans Avec Sam d'attente, Harris. quand même. Ouais. Bah là, je sais pas, je me suis lancé dedans et je suis très content parce que je l'ai beaucoup aimé, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je m'attendais à rien au niveau de l'histoire. Parce que justement, j'avais pas aimé MGS4. Je savais qu'il y avait quelques liens. Enfin, j'avais entendu parler, je savais qu'il y avait quelques liens avec MGS4. Donc, du coup, bon, je m'attendais à rien d'extraordinaire. C'était vraiment pour le gameplay, en fait, que j'y jouais. Parce que là, par contre, pour le coup, il y a plusieurs personnes qui m'avaient dit qu'il était exceptionnel, donc c'était le meilleur jeu d'infiltration qui existe, quoi. Et en effet, j'ai adoré le gameplay. En fait, ce qui m'a accroché dans ce jeu, c'est le gameplay. Alors bon, le prologue, pas trop. Le prologue est très lent. Enfin, Oui. bon, il se passe plein de trucs, hein, mais c'est un peu laborieux, quoi, en termes justement de gameplay. Là, quand tu rampes pendant des heures au début, Tu le fais plusieurs fois en plus. c'est un peu lourd. Par contre, à partir du moment où où je me suis retrouvé dans le désert avec le cheval à la première mission, là, j'ai de suite accroché aux propositions de gameplay. Et finalement, l'histoire en soi, bah, j'ai plutôt aimé. Ouais, tu t'es pris au jeu, finalement. Ouais. Le fait de construire la Mother Base comme ça, de recruter les soldats, et puis il y a un côté un petit peu que je trouve assez sobre finalement pour un Metal Gear au niveau de l'ambiance, etc. C'est assez sérieux. Okay. Tu vois, en Afghanistan, même en Afrique, t'as quand même des sujets assez graves, quoi, avec les enfants soldats, ce genre de choses. Les personnages sont assez sobres aussi, je trouve. Ça a été abordé différemment que les précédents Metal Gear, où ces sujets ont été, notamment dans Metal Gear Solid 4, sur les enfants soldats et sur l'Afghanistan. Ouais, alors je me rappelle pas très bien Damien, les petits qui sont en pagne, tout ça. On parle, là. Ça a été les enfants soldats. On a entendu parler de Metal Gear Solid. Non, mais Damien n'aime pas du tout Metal Gear Solid 4 et là. Il faut pas le lancer sur le sujet. Non, il veut pas même pas. On peut pas le lancer. Ça marche pas. Mais globalement, je l'ai trouvé plus sérieux. Alors, je sais pas si c'est moi ou quoi. Au niveau de l'ambiance globale, je l'ai trouvé plus sérieux, plus terre à terre que les autres Metal Gear où ça part très vite en vrille, avec beaucoup d'humour, etc. Là, il y a pas tant d'humour que ça. Moins fantastique, je peut-être trouve. aussi, je sais pas. Peut-être moins fantastique aussi. J'ai beaucoup aimé les persos. Tu vois, Ocelot, Miller, je les trouve très bien dans le 5. Donc voilà, à la fin ça se gâte un petit peu parce que ça se voit que le jeu est rushé en termes d'histoire, donc il t'envoie des scènes les unes après les autres et bon, il y a certains trucs que j'ai trouvé un peu insupportables. Enfin, l'histoire avec Emmerich,
je l'ai pas trouvé terrible. Oui, le jeu il a été terminé dans la douleur. Ouais, et ça se voit. Ça se sent et c'est aussi intéressant pour ça, quoi, Ouais. de voir qu'il a pas été terminé dans de bonnes conditions. Mais donc maintenant que je l'ai terminé, alors bon, il me reste encore une chose à faire. Il faut que je voie la fin de Quiet parce que j'ai pas eu la mission finale avec Quiet. Donc Damien me tanne avec ça. Ouais, oui, c'est important. Voilà. Il faut que je regarde ça. Mais avec le recul, non, mais le truc c'est que surtout, enfin, j'ai adoré le gameplay, quoi. J'ai fait. C'est vrai que c'est important pour toi, ça. J'ai joué des heures et des heures au jeu pour son gameplay parce que je m'éclatais trop. Il y avait tellement de possibilités, tellement de manières d'aborder chaque situation et tout. J'ai trouvé ça trop bien. Nico, c'est Ouais. le meilleur Metal Gear d'infiltration, le 5? Ouais, en termes de gameplay, ouais. Mais tu parlais du côté sérieux, mais je pense que c'était Kojima qui a vraiment mûri au fur et à mesure. On l'a vu, je pense, au fur et à mesure de l'évolution de Metal Gear. Mais est-ce que c'est pas Death Stranding qui t'a donné envie de jouer MGS5 en fait, où tu te dis putain Kojima en fait. C'est possible en fait. Ouais, t'as c'est adoré possible. Death Stranding, Ouais, j'ai adoré Death Stranding. Et du coup, peut-être inconsciemment, ouais, j'y ai pas pensé sur le moment, mais peut-être qu'inconsciemment. Alors le truc, c'est que quand j'ai commencé à jouer à Metal Gear Solid 5, j'ai très vite, j'ai vu des similitudes avec Death Stranding en termes de gameplay, sauf que j'ai fait Death Stranding avant. Ouais. Et tu vois, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, cet aspect-là de Death Stranding, ça vient de Metal Gear 5 à la base, tu vois. Tout le côté où tu récupères, où tu fais des recherches et où tu récupères des objets pour te faciliter la vie au fur et à mesure, ça c'est un truc que t'as dans les deux jeux. Voilà. Donc même en termes de physique aussi, de déplacement du perso et tout, tu reconnais quand même la patte. Moi j'adore la physique j'ai adoré la physique de Death Stranding et je l'adore aussi dans Metal Gear 5. Tu vois le poids du perso et tout, comment ça se déplace. Je trouve que tu prends du plaisir juste à te déplacer dans ce jeu en fait. Ouais, c'est Contrairement aux jeux occidentaux, c'est ça. Contrairement à la plupart des jeux occidentaux, c'est vrai. Insupportable. C'est dans les rubriques d'après qu'on fout la merde. Mais oui. Pardon, je me suis trompé. Voyons. Ken, toi tu l'aimes bien lui, le MGS5. Oh, moi MGS5 que je l'aime vraiment très très fort. Ouais. Non, c'est un jeu extraordinaire. Alors je suis pas, enfin c'est pas que je suis pas d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même de l'humour dans MGS5, mais que c'est à l'image du jeu et de sa place dans la série. C'est que les autres Metal Gear c'est toujours très frontal quand on veut t'exposer des émotions. C'est toujours là tu dois être triste, là tu dois rigoler parce que Sasaki est en train de chier. Enfin bref, c'est toujours très frontal. Et je trouve que sur MGS5 il y a des moments qui sont assez drôles, mais c'est plus discret. Enfin, par exemple, dans les cassettes, toute la partie sur les hamburgers de case, c'est un truc qui est trop marrant, mais c'est caché. Déjà, à quel point ça représente bien le jeu, c'est que c'est planqué dans des cassettes que tu débloques assez tard et sur le cours du jeu. Après, t'as toujours les trucs du genre, tu peux te mettre, dans un carton avec une meuf dessinée sur le carton et les gardes, ils arrivent, ils regardent machin en mode, ouais, c'est quoi ça? Ils sont attirés. Je crois même qu'il y a un petit cœur qui apparaît, à l'ancienne, quoi. Il y a toujours un peu cet humour, mais c'est vrai que comme tu le dis, Ludo, le jeu est très sobre dans plein d'aspects et je trouve que c'est génial justement parce que j'ai toujours été un petit peu dérouté par justement ce côté très frontal au niveau des émotions et de la narration dans les MGS, et là tout est plus implicite en fait, et du coup t'as plus envie de t'impliquer parce que on te sert pas tout sur un plateau d'argent, et du coup je trouve que l'humour en tout cas ça rentre aussi dans cet aspect où c'est plus discret, c'est plus parsemé, mais de temps en temps tu te dis ah putain ça c'est quand même bien drôle quoi. Ouais, c'est moins exubérant, on a même plus les combats de boss qu'on avait avant qui étaient toujours un peu fantasques, un peu machin. L'humour, il y en a dans le mode facile avec il y a la cagoule de poulet. Cagoule de poulet, évidemment. Ouais. Ça c'est rigolo. Damien, MGS4 tu l'aimes pas, mais MGS5 tu l'aimes bien. Ouais, ça a été assez particulier mon expérience avec MGS5. J'ai adoré le gameplay comme tout le monde. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du jeu, mais en même temps j'avais été extrêmement énervé par la fin du jeu, le pied de nez final de Kojima et tout, qui a du sens, mais qui à mon sens avait été bien plus réussi à la fin de MGS2, et j'en avais marre en fait. J'étais encore dans ma période où j'avais toujours pas fait le deuil de MGS4. Pourtant j'avais aimé Peace Walker, mais pareil, Peace Walker c'est un jeu que j'avais adoré jusqu'à sa deuxième fin, et la deuxième fin j'avais l'impression de refaire encore MGS4, j'en pouvais plus. La MGS5 c'est pareil, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé une grosse partie du jeu. Je le trouve très intéressant parce que justement il est assez différent des trois premiers, que ce soit en termes de game design, d'ambiance, de plein de trucs, donc il se différencie vraiment. On peut le dissocier, on peut le vivre comme une expérience à part, donc ça marche très bien. Mais voilà, la fin m'avait saoulé. Je me rappelle même que j'avais écrit, je crois, sur mon blog à l'époque un article pour j'ai écrit dans mon journal intime. Directement j'avais fait un article pour Comment il s'appelait ce blog? C'était Rêve d'écran. Sympa.
Je pensais me moquer, mais non. C'était un article plein de colère, en fait, où j'en avais marre de Kojima, de ce qu'il faisait avec MGS. Je voulais qu'il arrête. D'ailleurs, j'étais du coup extrêmement ravi de le voir partir avec Death Stranding et ce jeu qui est maintenant l'un de mes préférés, donc ça c'est top. Mais non, MGS5, avec le recul, du coup, je me suis un peu apaisé dessus et je retiens surtout justement tous les aspects qui m'ont plu, que ce soit dans le gameplay, que ce soit dans l'atmosphère du jeu, dans certaines scènes aussi, dans les sujets abordés, dans justement la manière dont le jeu gère les émotions comme Niken. Je trouve qu'il a vraiment une patte assez particulière, donc je préfère le retenir pour ça, MGS5, et je préfère oublier justement ce qui m'a énervé dans le jeu. Très énervé, Damien. Peut-être que Nico, tu vas nous parler d'un sujet qui va apaiser Damien. Grandia, une Madeleine de Proust aussi pour pas mal d'entre nous. T'as joué à Grandia, un peu de rétro après MGS5. Ouais. Il faisait partie des grands RPG cultes que j'avais pas fait. Il était sur ma shortlist et j'ai profité de la sortie de la compile Grandia 1 et 2 en HD sur Switch notamment pour le faire. Alors disclaimer, j'en suis à 20 heures de jeu, j'ai fait une pause, comme je fais souvent dans mes jeux. Ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment ça correspond à la fin du CD1. Donc tu vois, naturellement, j'ai senti moi le besoin qu'il y avait une pause aussi, donc c'était plutôt marrant. Plutôt bien fait du coup. Ouais. Et pour le coup, malgré l'ancienneté du jeu, je trouve qu'il a pas vieilli. Je trouve qu'il a ce cachet graphique que j'adore, avec vraiment ces persos... avec ses décors en 3D, ses persos en 2D, donc à la Xenogears, et tu peux faire tourner la caméra. Pas de cinétose, justement, sur cette caméra. Non, alors la première cinématique, faut un peu la gerbe parce qu'elle est en 12 FPS un peu, donc c'est un peu chelou au départ, mais on s'y fait après très vite. 12 FPS mais en HD maintenant, donc c'est radical. Moi, ça m'a foutu la gerbe. Et le jeu, je trouve, conserve son charme, son énergie, et si je devais donner maintenant un exemple du JRPG un peu prototype, je parlerais de Grandia, parce qu'il a cet esprit, je trouve... vraiment Jap, il est enjoué, tu vois, t'as ce côté Neketsu avec les personnages qui sont caricaturaux mais qui sont quand même attachants. Ouais, innocent, et après ça part sur une grande ampleur. Ouais, et c'était avant, tu sais, que les persos un peu manga et tout deviennent relous comme on a souvent maintenant, quoi, où ils sont casse-couilles avec leur triangle amoureux à la con. Là, ils restent enfantins et tout, mais il y a quand même une côté un peu adulte et les persos évoluent pas mal au fur et à mesure de l'aventure. Ouais. Après, il y a ce fameux système de combat qui a fait école depuis et qui est souvent cité en exemple avec ce côté là aussi dynamique et où tu peux empêcher les ennemis d'attaquer, et t'as des combats où tu vas kiffer parce que si tu te démerdes bien, tu peux les enchaîner sans même qu'ils puissent contre-attaquer. Donc t'as ce côté vraiment jouissif là-dessus. Et puis, comme tu l'as dit, l'histoire évolue avec... t'as un petit côté Dragon Quest où c'est des petites aventures, des petites quêtes, où t'arrives dans un village, t'as une situation donnée que tu vas devoir régler. Même c'était très, très à la mode à l'époque, Ken qui est sur FF7, c'était ton village, ton personnage, ta quête, et puis c'est ça qui rythmait le truc. Ouais. Comme et c'était souvent même écrit comme ça par les devs, où chacun était en charge d'une région en fait du jeu, mais t'as quand même cette trame de fond qui prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. Et t'as vraiment un délire un peu à la Nadia. Alors je relisais en parallèle le Mediatek Nadia, donc je pense que j'ai vu des parallèles de manière peut-être un peu forcée, mais je trouve qu'on est un peu sur les mêmes thématiques. Et du coup, c'est super, quoi. Donc, j'avoue, j'ai fait une pause parce que moi, je suis pas un gros joueur de JRPG, mais je suis plus là pour l'univers, le scénar, que pour les combats et les systèmes de jeu. Je vois, ça vous fait tous marrer. Non, parce qu'on a... Personne n'est un gros joueur de... Si, peut-être Ludo. Et du coup, il y a quand même beaucoup de combats, enfin, pas tant dans le rythme des combats aléatoires, et en plus, les ennemis sont visibles, donc tu peux les esquiver, mais c'est beaucoup de donjons, t'enchaînes avec une zone, c'est une forêt où il y a des combats que tu dois traverser. Ils sont pas si longs, finalement, les donjons, après coup, où tu les as trouvés un peu longués. Non, mais c'est que ça s'enchaîne souvent, et tu sais, comme les cinématiques et le côté dialogue, c'est souvent très concis, donc c'est cool, parce que ça traîne pas en longueur, mais souvent, t'as droit à 5 minutes d'histoire pour 3/4 d'heure, 1 heure de donjon ou de combat. Ouais. Moi, c'est cette balance-là qui me plaît un peu moins, mais c'est pas pour autant que le jeu est contraignant comme ça, quoi. Ok. Tu préférais un équilibre différent. Ouais, mais ça, je sais que c'est mon truc perso à moi et que ça serait pas même très logique, je pense, en termes de game design, quoi. Et t'as justement ces environnements qui sont très labyrinthiques avec une caméra vue de dessus, mais très zoomée, donc t'as jamais une vision claire des environnements. Et du coup, moi, j'aime pas trop aussi, je trouve ça un peu claustro, donc ça me stresse un peu. Mais par contre, c'est le jeu où souvent, il te cale des panoramas en mode voilà où tu vas, voilà le monde, voilà le truc. Et c'est la première fois de ma vie où je me retrouve à faire des screens en fait sur ma partie, quoi. C'est pas vrai. Oh. Et il y a vraiment des paysages magnifiques et qui gardent ce putain de cachet de super classe, quoi. Photo mode. Ouais. Et du coup, voilà, dès que j'aurai un peu plus de temps, je reviendrai pour la deuxième partie. Donc a priori, il fait dans les 40 heures, moi j'en suis à 20 heures. Okay. Du coup, t'es que sur le premier là, c'est ça? Ouais, je compte pas faire le 2 parce que j'avais pas mal suivi à l'époque et qu'il a quand même moins bonne réputation.
Mais c'est cool de pas être déçu par une légende du RPG, tu vois. On te dit, rencontre pas tes idoles, mais là pour Grandia, ça marche, quoi. Ok. Damien, tu l'aimes bien, lui, Grandia? Ouais, j'aime beaucoup. Et j'ai à peu près le même avec Nico, c'est-à-dire que pour moi, le défaut du jeu tient à ces donjons, un peu trop labyrinthique, la vue et tout, qui me les met pas spécialement en avant, un peu trop long. Mais au-delà de ça, ouais, c'est une aventure, c'est tout ce que j'aime dans le JRPG, avec ce côté 7 en train, justement, ce sentiment d'aventure, de voyage. Je mets quand même Skies of Arcadia au-dessus, là, sur cet aspect-là, mais Grandia, il arrive juste après, quoi. Mais Skies, je pense, c'est clairement un héritier, hein, dans la proposition, quoi. L'esprit est très proche. Hein. Et t'as un truc très cool qui est tout con et qu'on retrouve pas forcément tout le temps, c'est que t'as des séquences de bivouac où ils sont autour du feu et tu peux aller dialoguer génial. Avec chaque perso a un peu son dialogue et tout, et ça a ce côté super cool, apaisant. T'as vraiment cette sensation de voyage, en fait. Ça me rappelle Chrono Trigger, Damien. D'être attaché, t'as finalement une petite équipe de personnages. Hein, ouais, il y en a pas beaucoup, hein. La moitié du jeu, j'en ai pas eu énormément. Hein. Super attachant, et du coup, ouais, ça fait partie du charme du jeu. Tu l'as fait, Ludo, Grandia? Bah, moi, c'est un des rares JRPG de l'âge d'or que j'ai complètement raté. On a tous quelques trous, tu sais. À l'époque, ouais. Donc, faudrait que je le fasse un jour, en effet. Mal. Donc, c'est sur Switch que tu fais. Je crois qu'elle est même sur d'autres consoles, hein, la compile. Ouais. Je vérifierai tout à l'heure. Ouais. Mais c'est un jeu que je ferai. C'est sûr. Ken, t'es sur FF7 actuellement. Est-ce oui. que ta gourmandise de JRPG va continuer après? Mollo. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a un mode vitesse x3, Nico? À mon grand regret, non. Oh, dommage. Ah, c'est vrai, tu le regrettes? Il y a des fois où j'aurais pas craché sur un petit coup de speed. D'accord. Et pas d'invincibilité, pas de... Il y a aucune... Il y a pas d'option de confort, on va dire. Le jeu est lissé, donc t'as quand même des gros pixels, tu vois, c'est pas refait, c'est vraiment juste lissé. Net, ouais, il est en français pour le coup, mais la trad est pas terrible. Mais ça a fait le job, hein, quand même, c'est moins pire que FF7. Okay. Mais non, t'as aucune option de confort, je réfléchis, mais non. T'es en train de regarder si la compile est dispo ailleurs? Ouais, a priori, c'est Switch et PC. Ok. Bon, bah, à voir, hein, peut-être prochainement. Ken, t'es chaud, tu gardes le micro? Vas-y, hein. On abandonne les jeux vidéo. Oui. Et on va partir sur les mangas. Oui. Les mangas. T'es en train de lire, ou tu as terminé de lire J'ai terminé hier soir, j'ai un peu speedé, je vais y revenir. La série Fruit Basket. Oui, exactement. C'est alors, pas tout jeune, tout ça. Ah non, c'est pas tout jeune du tout. Et en fait, c'était mon premier manga Fruit Basket. J'avais 11-12 ans à l'époque. En fait, j'étais tombé sur le premier animé qui était diffusé sur Cartoon Network à l'époque, je me rappelle, et j'étais tombé fou du concept en fait. Donc on va expliquer rapidement avant d'aller plus loin. L'histoire de base de Fruit Basket, c'est qu'en fait t'as une jeune fille dont la mère est morte d'un accident. Et elle se retrouve un peu orpheline, sa famille veut pas trop s'occuper d'elle, elle a pas trop envie qu'on s'occupe d'elle non plus, elle est toujours très gênée, très polie, et donc du coup bah elle décide de vivre dans une tente et d'essayer de se débrouiller en allant au lycée et en faisant des petits boulots. Et il s'avère qu'en fait l'endroit où elle a installé sa tente appartient à une famille très riche qui s'appelle les Soma, et qui, on le découvre assez vite, je crois que c'est à la fin du premier tome, 12 d'entre eux sont touchés par une malédiction. C'est que dès qu'ils sont enlacés, enfin vraiment bien touchés par une personne du sexe opposé, ils se transforment en un des 12 animaux du zodiaque chinois. Donc le chien, le rat, le cheval, etc. Et en bonus, il y a aussi le chat, qui du coup là dans l'histoire, alors je sais pas du tout si c'est vraiment le cas dans le folklore ou pas, mais en fait là le chat il avait raté la grande fête avec le dieu, et donc du coup il a un peu mis de côté, et c'est un animal qui est maudit. Il est à part des 12 animaux du zodiaque, et c'est le 13e en fait. Donc du coup je sais pas si le chat a vraiment une place ou pas dans cette histoire, parce que dans le zodiaque chinois en tout cas il y en a bien 12. Si le fond de l'histoire, il y a peut-être une légende, je sais pas. Peut-être, ouais, ou si c'est purement inventé du coup. Et donc voilà, on part sur cette base. Fruit Basket, c'est un shoujo du coup. Comme je l'ai dit, moi c'était mon premier manga, hein, quand j'étais gamin. J'avais tout suivi, et en fait j'avais refusé de lire le 23e tome parce que je voulais pas que l'histoire se termine. Donc t'as commencé par l'animé et après t'as basculé sur le papier? Et ça a été très vite. J'ai regardé quelques épisodes de l'animé, j'ai fait c'est trop bien, et puis c'est le premier manga que je suis allé acheter à la Fnac, c'était le tome 1 de Fruit Basket. Ouais. Et je me suis tout tapé. En fait, j'ai rattrapé du coup après le rythme de publication, et dès qu'il y en a un qui sortait, je l'achetais directement. Et j'avais jamais fini du coup Fruit Basket parce que je voulais pas que l'histoire se termine, et il s'était passé 15 ans de ma vie sans que je sache ce qui se passe dans ce dernier tome. Bon, spoiler alerte plus ou moins, il se passe pas grand chose, c'est un gros épilogue en fait, hein, le dernier tome de Fruit Basket. Mais ça m'a après déçu. Ouais. Bon, un petit peu, mais bon, t'as vraiment, enfin en fait le tome 22 se conclut
tellement bien à sa façon que j'avais jamais été frustré de pas lire le 23. C'était hier soir, du coup. De quoi hein. Oui, c'était hier soir que j'ai découvert ça, ouais. Moment historique de ma vie. Hier soir, du coup, j'ai lu ce fameux 23e tome. Mais ouais, non, c'était très intéressant de relire Fruits Basket, déjà parce que j'avais oublié beaucoup de choses et parce que du coup, j'ai eu un regard très différent sur l'œuvre. Fruits Basket, c'est une œuvre qui évoque beaucoup, qui parle de beaucoup de sujets, qui parle beaucoup de parentalité, rapport aux parents et aux enfants, qui parle beaucoup aussi de confiance en soi. Ouais. Les persos, tu les vois évoluer. Je pense entre autres à Yuki, qui entre le début et la fin, c'est un perso qui est totalement différent et tu le vois grandir petit à petit et c'est super intéressant. Moi, j'étais en tant qu'adolescent, j'étais très concentré justement sur l'acceptation de soi, la confiance en soi et tout ça. Et là, en le relisant aujourd'hui, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu justement le rapport à la parentalité. Il y a aussi le deuil qui est évoqué, bien évidemment, parce que Toru, elle perd sa mère et il y a un tome en particulier où on revient sur la vie de sa mère et la vie de Toru, la famille de Toru. Et c'est un tome qui m'a ébranlé parce qu'il y a des phrases qui sont lancées à des moments qui n'avaient pas fait écho quand j'étais plus jeune. Et là, je me suis dit, ouais, c'est dur quand même. Et le pitch de base, il est super dur en fait. Le pitch de base est déjà super dur, ouais, c'est vrai. Hein. Et puis en plus, Toru, c'est un personnage qui est vraiment pure, quoi, immaculée. C'est que elle est là pour tout le monde. Elle est extrêmement polie, comme je le disais. Elle veut jamais laisser paraître ses sentiments parce que elle a envie justement de laisser de la place aux autres. Et les autres persos de la malédiction, justement, la voient comme une figure maternelle. Et d'ailleurs, Yuki lui dit sur la fin, il lui dit t'es comme la mère que j'ai pas eue, parce que ma mère, elle m'a toujours un peu rejeté. Elle a toujours été un peu nul. Tout bêtement. C'est marrant. Est-ce que moi j'ai un souvenir assez diffus, on l'a lu avec Nikos Manga il y a 20 ans, ça fait mal, mais c'était un shoujo qui était étiqueté shoujo, mais ouais. Même à l'époque, à 15 ans, on était ado, c'était l'un des rares shoujo Ouais. qu'on s'est dit franchement c'est chouette, on va le lire. Il avait pas, j'ai l'impression, et le souvenir que j'en ai, pas ces archétypes de shoujo là. Est-ce que après coup c'est le cas ou alors, il y a des petites longueurs quand même où tu tombes, je pense, dans les archétypes du shoujo. Petites amourettes, ouais, les petites amourettes. Déjà, ça se tourne autour avec Yuki, Toru, Kyo, machin et tout. Triangle amoureux. Ouais, un petit triangle amoureux encore justement. Classic shit. Mais ça va. C'est vrai que il y a quelques longueurs où de temps en temps, je me disais ouais, c'est un peu long là. Ils sont partis en vacances. Enfin, je m'en bats les reins. J'ai envie que ça avance. Mais ça va. Surtout que la fin est extrêmement bien rythmée. C'est qu'il y a un virage soudain aux alentours du tome 17-18 où tout s'enchaîne vraiment nickel et donc c'est cool et t'en oublies un petit peu du coup ces petits côtés shoujo un petit peu désagréables. Mais sinon ouais, ça se lit bien. Et puis ce qui est chouette en plus, c'est que tu vois vraiment une évolution entre le début et la fin, parce que c'est la série phare de Natsuki Takaya, du coup la mangaka qui a fait Fruits Basket, et son style a drastiquement évolué entre le tome 1 et le tome 23, et c'est marrant parce qu'à la fin t'as des flashbacks dans les pages où tu revois les dessins du tome 1 et tu te dis putain mais c'est ouf le chemin parcouru. Puis c'est une histoire qui se déroule sur 3 ans à peu près, donc tu vois les personnages qui grandissent. Ouais. Ah, d'accord. Tu vois par exemple Momiji qui est au début du manga tout mignon, hein, encore habillé en écolier. À la fin c'est un petit homme quoi, donc du coup ça fait plaisir. Attends, 3 ans c'est pas beaucoup si ouais, c'est 3-4 ans, ouais, parce que c'est leur période de lycée, mais il y a les années scolaires et tout. Ouais, bien sûr. Non, là, ouais, c'est 3-4 ans, mais après, tu sais, enfin, comme Natsuki Takaya, elle le dit, parce que, alors ça, c'est un truc que je voulais aborder aussi, c'est trop chouette, c'est qu'il y a des colonnes où en fait elle parle beaucoup, et dans les mangas que j'ai lus j'ai jamais été confronté à une autrice qui parlait autant d'elle et de son manga. C'est fréquent ça. Ouais, voilà. C'est trop bien entre les chapitres. Ouais, mais là c'est vraiment poussé. Par exemple, tu vois, elle kiffe les JRPG. Ouais. Et du coup je pensais souvent à vous en lisant ces petites vignettes, parce qu'elle dit en ce moment je suis en train de jouer à Suikoden, ça défonce et tout machin, là je viens d'avoir une PS2, je vais pouvoir jouer à tel jeu et tout machin. Et elle parle beaucoup d'elle, elle parle aussi de ça. À un moment elle a une opération chirurgicale et donc elle a dû faire une pause, elle en parle, elle se livre beaucoup, et il y a une cassure à un moment où elle dit je me suis rendu compte que je parlais peut-être trop de moi, je vais arrêter, enfin je dois vous sortir de la lecture, donc j'arrête de vous parler de moi. Et il y a beaucoup moins de ces vignettes, il y en a juste en lien avec la série. Je parle plus d'elle. Je trouvais ça un peu dommage parce que vraiment déjà quand j'étais jeune j'avais une grande affection pour cette autrice. Elle avait été à la Japan Expo une année et j'avais tout fait pour y aller, j'avais pas pu y aller, j'avais pas pu la rencontrer, mais tu t'attaches vraiment à son œuvre, à elle, parce qu'elle tu vois qu'elle y met énormément. Et du coup dans une de ses vignettes elle expliquait que il y a certains persos qui ont 10-12 ans et en fait c'est un âge où tu grandis très vite, t'as les poussées de croissance, et donc dans le cas de Momiji par exemple le perso change vraiment dans ce court intervalle, malgré 12-15 ans c'est ça, ouais. Et du coup t'as cette évolution et non franchement c'était super cool. Je sais qu'il y a une autre série qui s'appelle Another Fruits Basket, je crois,
qui je suppose se passe après. J'ai jamais calé, je m'y suis jamais intéressé. Là, peut-être que je vais y jeter un coup d'œil parce que du coup c'est tout frais dans ma tête. Il y a aussi du coup l'animé qui passe sur Wakanim. Ils ont fait un nouvel animé. Il y a un peu un nouvel essor autour de Fruits Basket. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est une série qui a 20 ans, qu'on a tous connue au début des années 2000, et là il y a une nouvelle génération qui s'y intéresse. D'autant que le premier animé, il était pas allé jusqu'au bout du tout. Il s'arrête très tôt dans le manga. Il s'arrête genre, je sais pas, je dirais tome 8-9 sur 23. Oui, donc là, c'est l'occasion de tout faire. Donc je vais peut-être me faire l'animé aussi. Ouais. Puis apparemment, le nouvel animé, il plaît énormément à ceux qui découvrent aujourd'hui, comme tu disais, quoi. Et un peu comme Jojo, c'est des séries qui ont super âgé, quoi, et qui ont une seconde vie maintenant. Ouais, c'est super intéressant de voir du coup un nouveau public s'intéresser. De nouveaux ados, ouais. Pour voir. Petit tour de table rapidement. Est-ce que Fruit Basket, full ou bas, comme on dit? Jamais lu. Mais bon, c'est vrai que la manière dont elle en parle, ça donne envie. Donc pourquoi pas un jour. Ludo? Ouais. Moi, je l'ai lu en 2010. C'était un de mes meilleurs potes qui m'a juste un jour, il m'a amené tous les mangas. Il m'a dit lis ça. Voilà. C'était sa carte blanche. C'est sa carte blanche. Il m'a dit lis ça. Lui, il est arrivé avec les mangas. Tiens. Alors, j'étais pas super fan du dessin, justement du tome 1 et tout, mais bon, l'histoire m'accrochait quand même. Et à un moment donné, en fait, j'ai accroché, enfin je dévorais les tomes, quoi, les uns après les autres, surtout la fin. Je crois que la fin, j'ai enchaîné les 6 derniers tomes comme un malade, et du coup j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Alors j'en ai des souvenirs assez flous parce que justement j'ai tout lu d'un coup, je suis jamais revenu dessus, mais je me rappelle que j'aimais bien les personnages, j'avais beaucoup aimé la conclusion. La conclusion est géniale, elle est pleine d'émotions, elle est vraiment chouette, ouais. Je me rappelle... Celle du tome 22 ou du tome 23 les deux. Celle d'hier ou celle d'hier? Je me rappelle en effet que ça abordait des sujets très intéressants et tout, et peut-être que si je le relisais maintenant, je verrais des trucs nouveaux, vu qu'il y a quand même 10 ans qui ont passé. Mais globalement, j'en ai un très bon souvenir. Nico, t'as des souvenirs diffus, toi, tu t'en souviens bien? J'ai quelques souvenirs parce qu'on, comme tu l'as dit, on l'avait commencé à le lire quand c'était sorti en France pour la première fois. Alors moi, je l'ai jamais lu la fin parce que j'étais pas allé au bout. Moi, je pense que comme toi, j'ai lu les 10 premiers tomes. Et je pense que nous, on était peut-être un peu trop âgés, ou on sortait de l'adolescence, donc ce côté choulotte, c'est genre on voulait faire les mecs un peu. Donc c'est pour ça peut-être qu'on avait moins accroché. Et justement, tu parlais des mots de l'autrice, et il y en a un, je me rappelle, je sais pas pourquoi, 20 ans après, où elle disait qu'elle aimait bien les garçons qui ont des abdos. Impossible. Ça m'a marqué. Mais ça m'étonne pas que ça plaise parce que tu sais, comme les Japonais, ils sont très genre tel groupe sanguin, mais t'as telle personnalité. Et là, sur les animaux du zodiaque, tu peux t'identifier à chacun des persos en fait, et chacun a son archétype et tout. Donc t'as un côté aussi, je pense, ludique. Je sais que nous c'était le rat, du coup c'est celui qui a les cheveux rouges. C'est Yuki, c'est ça, qui est un des héros du truc. En plus, oui, totalement. Et qui a un sale caractère, si j'ai pas de conneries. Non, c'est Kyo. C'est le caractère. Et les deux peuvent pas se saquer en plus parce que le rat il a le chat. C'est ça, exactement. Mais je serais curieux de le redécouvrir aujourd'hui. Tu t'étais identifié un peu à ce personnage? Moi je suis le singe, et le singe on le voit pas trop dans Fruit Basket, et puis il tape des scènes trop bizarres, il est tout le temps stressé. Enfin, un perso très étrange. J'étais déçu. Tu sais, j'attendais de voir mon zodiaque à moi, et j'ai vu que c'était Ritsu. Il est cool, mais il est trop bizarre. J'ai l'impression que ces pages, ces entrées de chapitres où justement le mangaka se livre, ça se faisait beaucoup à l'époque, donc il traduisait vraiment texto tous ces textes, et moi j'ai fait une salve de nouveaux shonen, et il y a plus du tout, quoi. C'est quelques mots à peine sur la jaquette, mais avant ça se faisait de dingue. Et en fait les mangaka parlaient beaucoup de leur vie privée évidemment, mais aussi beaucoup de leur rythme de travail, du surmenage, du fait de rendre les chapitres de façon hebdomadaire. Et moi j'adorais ça, quoi. Ça coupait dans la lecture parce que certains étaient vraiment se lâcher, quoi. Donc il y avait quand même grave de lecture, mais c'est dommage. Le monde a changé, c'est que je pense qu'ils se sont rendus compte aujourd'hui qu'ils sont lus dans le monde entier. Et comme tu dis, peut-être que t'as moins le droit de dire que t'as des conditions de travail dégueulasses, tout ça. Ils travaillent encore plus qu'avant, et du coup ils ont encore moins le temps d'écrire. Je sais pas. Mais c'était une vraie ce que dit Nico, c'est pas con, parce que c'est une vraie projection culturelle où ils avaient des problèmes de Jap au Japon, quoi. Et nous, ça nous paraissait inconcevable parce qu'on comprenait même pas ce qu'ils vivaient, quoi. Et c'était, en tout cas pour l'immersion, c'était vraiment trop bien, et c'est dommage que ça existe plus, quoi. C'est vraiment dommage. Je garde la parole pour terminer ce tour de Strike, et je vous l'ai dit, je vais vous parler d'un film et d'un manga. Est-ce que je commence par le film pour changer un peu après Fruit Basket. Je vais vous parler de Free Guy. Alors un film qui n'est plus à l'affiche, hélas, mais à l'époque on devait faire ce Strike, ça a pas duré longtemps. Non, il a fait une très très belle relance, du coup après la réouverture des salles. Il a fait aussi un Carnage en Chine, donc là il a vraiment un grand succès. Il a fait je sais plus combien de millions, c'est un carton. C'est
un film de Sean Levy. Alors, je sais pas si ça vous parle. Hein, c'est La Nuit au musée, les trois. Donc ça rassure pas vraiment. Damien fait une, tu sais comment on dit la bouche là comme ça. Une moue. Non, oui, La Nuit au musée. Hein, franchement, je vous dis ça rassure pas trop. Surtout que le pitch, hein, donc on suit le personnage de Guy, donc qui est joué par Ryan Reynolds et qui joue en fait un employé de banque hein, qui est un petit peu béné hein, à la Ryan Reynolds. Il joue très bien son rôle, mais c'est vachement bien. Et en fait, ce personnage, il réalise qu'il est dans un jeu vidéo. Donc ce pitch, c'est le pitch de la bande-annonce. Mais cette bande-annonce, en fait, elle est aussi géniale que catastrophique parce que ce pitch-là, ce que je viens de vous dire, c'est pas vraiment le pitch du film. Donc la bande-annonce, elle est cool parce qu'en fait, elle se joue de nous, elle nous fait miroiter autre chose. Mais elle est catastrophique aussi parce que peut-être qu'une grande partie des gens vont se dire mais je vais pas aller voir ce film quoi. Là c'est on voit un mec qui s'appelle Guy qui réalise qu'il est dans un jeu vidéo parce qu'il met des lunettes et il voit tous les items et tout. C'est un peu éclaté. Et franchement, moi si j'avais un conseil, c'est que dès qu'il sera dispo en VOD ou SVOD, tout ça, n'hésitez pas parce que franchement la bande-annonce, c'est pas du tout le film et ça va bien plus loin. C'est un film très très intéressant, moi que j'ai trouvé déjà très drôle et en fait qui va s'intéresser aux jeux vidéo de façon assez intelligente et ça c'est assez cool. Au-delà du fait qu'il y a beaucoup de gros caméos. Alors vraiment, si vous n'êtes pas fait spoiler les caméos des acteurs qui participent au film, ça c'est vraiment génial parce que il y en a vraiment énormément et c'est pas des petits noms, hein, c'est vraiment des gros acteurs et ça fait, moi je trouve toujours plaisir, c'est sympa. Un gros acteur au-delà de Ryan Reynolds et Taika Waititi qui joue le grand méchant. Moi j'adore ce mec hein, parce qu'il a sa façon de jouer hyper exubérante et tout, donc il fait du Taika Waititi et ça c'est vraiment cool. Personne l'a vu hein, ici. Damien, ça t'avait pas donné du tout envie. La bande-annonce m'a donné envie de fuir, effectivement. Mais bon, si tu dis que la bande-annonce ne reflète pas le film, ouais, ça peut m'intriguer. Ouais. C'est déjà arrivé hein, que des films donnent envie de fuir avec la bande-annonce et en fait, finalement, racontent pas du tout la même chose. Et le plus bel exemple que j'ai en tête, c'est Le Secret de Terabithia. Je sais pas si vous l'aviez vu. Non. Mais c'était vendu à l'époque, c'était à la même sortie en même temps que Narnia. Okay. Donc c'était vendu justement comme un espèce de Narnia-like tout pourri où on voyait des images synthèses toutes moches et tout avec un univers un peu pseudo-fantaisiste avec des enfants qui se retrouvent projetés dans cet univers-là. Tout du moins c'est ce que vendait la bande-annonce. Rien à voir. En fait c'est un espèce de drame presque le film et je l'avais trouvé très très beau. Mais donc voilà, ça peut arriver qu'une bande-annonce vende de manière complètement fausse un film. Donc là pour le coup si tu dis et c'est rarement un acte artistique hein, si je puis dire. C'est vrai que les bandes annonces sont souvent sous-traitées à d'autres studios, le réel les voit parfois même pas du tout et là c'est pas le cas. Je peux comprendre que pour une visée de grand public on puisse vendre le film en disant regardez c'est Ryan Reynolds qui fait du Ryan Reynolds et puis il est dans un jeu vidéo. C'est Truman Show croisé avec comment il s'appelle là le Disney avec Ralph quoi. Ouais exactement mais bon, franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et je vais coupler donc ma mini passage sur Free Guy sur Shangri-La Frontière. Donc ça, c'est un manga très très récent hein, qui vient de sortir, donc qui était dessiné par Ryosuke Fuji, donc qui a aussi dessiné le diptyque d'Attaque des Titans Lost Girls. Alors moi, je connaissais pas, c'est sorti chez Pika. Pourtant, je me suis quand même pas mal intéressé à l'Attaque des Titans et tous ces appendices. Donc voilà, il a fait ça avant Shangri-La Frontière. Et donc ce manga, pour l'instant, il y a qu'un tome qui est sorti en France. C'est l'histoire de Sunraku, donc qui est un fan de Kusoge. Les Kusoge, c'est les jeux qui sont nul à chier. Tu l'as dit avant moi. C'est un délire, hein. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a vraiment des fans de Kusoge. Il y a des créateurs qui font des Kusoge. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas dit. Je rigole. Je voulais pas dire ça, mais je crois que Ken est en PLS. C'est Kitano hein, qui a créé un jeu Kusoge et qui est même son but ça avait été de faire le pire jeu de l'histoire de jeux vidéo, impossible à finir et c'est vraiment une horrible, enfin il y a l'un des mini-jeux parce que c'est beaucoup de mini-jeux, je crois qu'il fallait tenir le bouton à appuyer sur A pendant peut-être plusieurs heures et si tu lâchais le bouton t'avais perdu, il fallait tout recommencer. Enfin c'était une catastrophe. À la Kitano il avait poussé ça à 2000%. Et donc l'histoire donc de ce personnage qui est fan de Kusoge, c'est qu'il fait tous les Kusoge, tous les jeux nuls, et il en a marre. Il découvre un jour Shangri-La Frontière, donc qui est un MMORPG aux 30 millions de joueurs, hein, avec des possibilités complètement malades. Et voilà, c'est ça le manga, c'est comment il passe du Kusoge à un jeu vidéo qui est super ambitieux. Je vous avoue, hein, juste moi la première partie du manga, j'ai trouvé ça pas ouf, pas très original, et la seconde moitié m'a fait ressentir des feelings un peu Dragon Quest, donc un peu Fly, tout ça, dans ce côté objet de JRPG mais retranscrit sur du papier, et je trouve que sur Fly ça fonctionnait, on avait vraiment l'impression de lire un JRPG sur papier quoi. Et sur la deuxième partie du manga c'est le cas, donc j'ai trouvé assez cool. Mais bon, pourquoi
Ah, excuse-moi, Nico. Non, j'attendais que tu aies fini. Je t'écoute. Juste, est-ce qu'il y a une double narration dans le jeu et hors du jeu, tu vois, où ils construisent une histoire par rapport à ça, ou c'est tout se passe dans le jeu comme une aventure et le côté MMO c'est presque juste un prétexte. Il y a une double narration, c'est pour l'instant que sur un tome, donc c'est assez léger. Mais ouais, il y a mais sur la seconde partie du manga, c'est uniquement dans la MMO. Donc à voir si ça va être développé un peu plus. Il va y avoir un parallèle intéressant. Du coup, tu vois l'avatar du héros et ça évolue genre un peu à la Sword Art Online, quoi. C'est que tu vois vraiment dans le jeu. C'est ça. Alors il y a un twist, hein, justement en l'occurrence sur l'apparence du héros, c'est qu'il se retrouve en calbut à poil et avec un masque de coq, enfin de poulet. D'accord. Donc à la MGS5 et voilà où tous les personnages du jeu Shangri-La Frontière sont super stylés, super classe avec du stuff de ouf. Lui il se retrouve voilà par un concours de circonstances à poil et avec un truc de coq et il peut pas se l'enlever quoi. Okay. Ce qui fait qu'il est extrêmement reconnaissable au vu de tous les autres joueurs. Mais bon, pourquoi j'ai rassemblé Free Guy et Shangri-La Frontier, c'est parce que c'est deux œuvres qui prennent comme théâtre le jeu vidéo, qui le traitent de façon assez différente et qui prennent aussi le jeu vidéo, mais qui le prennent sur le genre du MMO. Alors je vous ai parlé le dernier Sur Strike de Mystic Quest, la série Apple Plus. Ben, c'était aussi un MMORPG et c'est marrant parce que tu vois nous on baigne en fait dans le jeu vidéo et on remarque que le MMORPG c'est plus du tout la forme dominante, c'est plus du tout la forme de l'avenir du jeu vidéo. On pourrait même se dire qu'aujourd'hui si on regardait un petit peu à l'avenir, ce qui pourrait être les formes à venir du jeu vidéo, ça serait plus les métaverses comme Fortnite, les free-to-play, tout ce genre de choses, c'est ça l'avenir. Et en fait quand tu regardes les autres médias qui prennent à bras le corps le jeu vidéo, bah, ils sont en décalage quoi. C'est qu'ils prennent pas ces formes-là, ils prennent le MMORPG. Et je trouve ça super marrant d'avoir ce décalage, qui de plusieurs années. Hein, je trouve ça complètement ouf. Et c'est marrant, c'est que nous avec notre regard à nous, je trouve que prendre le MMORPG, ça a un petit côté vieillot en fait. Et bon, je suis pas forcément d'accord. Il y a pas le truc. Alors moi, je suis largué, hein, donc du coup, c'est compliqué. Mais il y a un MMORPG d'Amazon qui vient de sortir là où apparemment il y a trop de joueurs et c'est un bordel et les queues, il y a 3000 personnes et c'est genre the place to be. C'est vrai, c'est comme dit Nico, c'est aujourd'hui, mais c'est des micro-effets. Tu vois, l'époque de Blizzard avec World of Warcraft avec plus de 10 millions d'abonnés, où en fait l'ensemble du monde tournait autour du MMORPG, tous les grands éditeurs. Ok, je vois ce que tu veux dire. Non, écoutez, l'avenir du jeu vidéo et là où il y a de l'argent, c'est le MMORPG. C'est passé. Oui, ça fait des années que c'est passé et aujourd'hui, tout le monde s'intéresse. C'est quoi le free-to-play qui va fonctionner? C'est quoi le métaverse qui va fonctionner? Tout le monde veut son Fortnite. Plus personne ne cherche à avoir son MMORPG. Un temps, tout le monde lançait son Conan, lançait son Wave Online. C'est encore plus vieux, tu vois. Est-ce que Genshin Impact c'est un MMORPG? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Non, c'est pas du tout. C'est plutôt un free-to-play. Ok. Pour le coup. Ouais, mais l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux être un MMORPG et un free-to-play. Ouais, tu peux. Ouais. Mais c'est pas le cas là. C'est plutôt okay. c'est un JRPG à l'ancienne avec une forme de free-to-play. Après, je pense que les MMORPG c'est des terrains fertiles pour raconter des histoires quoi. Ouais. Tu penses? Ouais, vachement. Parce que c'est dans un monde immense où il y a plein d'aventures, où il y a tous les personnages sont joués par des joueurs, enfin il y a le côté RPG extrêmement fort, tu t'identifies totalement à ton personnage, etc. Donc je pense que justement pour les mangas comme ça ou les films qui veulent traiter du jeu vidéo, ça peut être et qui veulent le faire dans un monde fantasy ou quoi. Le MMORPG c'est intéressant. Je trouve que ça fonctionne pas parce que justement le MMORPG c'est la forme la moins figée du jeu vidéo, tu vois. Et toutes les autres formes d'art sont elles plus ou moins des formes figées. Et je trouve que de prendre la forme la plus ouverte du jeu vidéo, ça fonctionne pas trop parce que justement comment retranscrire cette liberté qu'offre un JRPG dans une forme ferme qui peut être un manga, un film, une série. Je trouve que tu vois il y a une espèce de dichotomie qui est compliquée. Mais là où je vois moi le plus gros problème c'est cet aspect tu veux être dans le coup, tu veux parler du jeu vidéo, mais tu parles du MMO, et moi je trouve vraiment, c'est que t'es hors sujet, quoi. Ça donne un côté un peu vieillot, et même, alors là je vais un peu blasphème, je suis désolé, mais Ready Player One, c'est un peu le cas, tu vois, ça prend une forme de MMORPG, il s'en sort un peu, je trouve, parce qu'il y mêle de la VR, même si je trouve la VR, aujourd'hui, c'est pas... Est-ce que c'est finalement le futur du jeu vidéo? Je sais pas. Oui. Puis Ready Player One, autant j'aime beaucoup le film, autant rien que dans l'imagerie, il avait un côté super daté, tu vois, on a l'impression de voir les mascottes des émissions de jeux vidéo des années 90. Il y a plein de choses qui étaient datées, même le créateur, là, à quoi il ressemblait et tout, ça faisait vraiment, ça c'était des clichés volontaires, de tout ce qui était, les Carmack, grands créateurs de l'époque. Mais, voilà, c'est pour ça que j'ai rassemblé ces deux œuvres parce que je trouvais que le sujet, le terreau jeu vidéo, traité par le MMORPG, je trouve que ça fonctionne
fonctionne pas et je trouve ça même bizarre chelou, quoi. J'ai décidé de te casser les couilles, Mehdi. Est-ce que pour toi, GTA Online, c'est un MMORPG? GTA Online. C'est un MMO, mais pas un RPG, peut-être. Ouais. Ok, parce que Free Guy, vraiment, ça reprend la terminologie RPG avec un perso qui a une classe, des niveaux, machin et tout, ou est-ce que c'est quand même plus GTA pour le coup. C'est plus GTA. C'est un peu plus GTA. Okay. Et c'est vrai que pour le coup, ça fonctionne bien et c'est très GTA. Ça fonctionne bien sur GTA Donc, Online. toute ta réflexion est annulée. Merci. Non, je trouve pas. non, mais ça se tient totalement, toujours. Ouais. Donc, ben voilà, écoutez, si vous avez trop rien à rajouter là-dessus, je pense qu'on a fini pour ce tour de strike et il est l'heure de passer au vrai débat. Les vrais débats, c'est les questions qui comptent. Nico, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le principe des vrais débats? Oui, parce qu'on a tendance à l'oublier, les vrais débats, c'est un débat con, en fait. C'est qu'on pose une question, genre, tu préfères ta fille ou ton fils, et faut argumenter dessus, quoi. Je crois que c'est le meilleur vrai débat, celui-là. Ouais. Vivement qu'on le fasse. Et aujourd'hui, le vrai débat va porter sur deux grandes personnalités, ou pas, du jeu vidéo, en tout cas du design, du chara-design, de plein de choses. On va parler de Nomura et Kaneko. Finalement, qui c'est le plus fort? Rapidement, Damien, qui est Nomura? Tetsuya Nomura, qui a été monster designer sur FF5 et 6 par exemple, et puis après qui s'est fait connaître surtout en tant que caractère designer à partir de FF7, donc FF7, FF8, FF10. Kula 2, c'est lui. 13, Kula 2, c'est lui, Sephiroth, c'est lui, bon voilà, il est connu dans le monde, Kingdom Hearts, c'est lui. Kite Du coup, c'est au-delà même de caractère designer, c'est aussi quelqu'un qui a qui met la main à la pâte dans tous les aspects créatifs, artistiques d'un jeu, qui s'est impliqué de plus en plus déjà même dans les FF à partir du 7. La mort d'Aeris? Par exemple, mais plein d'autres aspects, hein, la mise en scène des combats d'FF8 par exemple, un autre truc, et qui a du coup dirige aussi la série Kingdom Hearts depuis maintenant longtemps. Attention, pas trop d'arguments. Voilà. Qui est Kaneko? Alors Kazuma Kaneko, l'artiste le plus connu de la série Shin Megami Tensei, chez Atlus, qui est arrivé pour Megami Tensei 2. Donc c'est lui qui a fait la plupart des démons qu'on connaît, mais aussi les personnages. Donc monster designer, caractère designer. Monster designer, character designer, voilà, exactement comme Nomura, c'est un mec qui s'implique énormément dans plein de choses. Il a été directeur créatif, il a été producteur, il a été scénariste, donc voilà, qui a créé, en fait c'est le gars qui a vraiment créé l'identité visuelle, on va dire, de Shin Megami Tensei. Ok, donc qui veut prendre la parole? Kaneko ou Nomura? C'est qui le plus fort, Nico? Alors au bras de fer, je ne sais pas, mais en termes de direction artistique, Nomura avait ce côté avoir chopé un peu l'air du temps et s'émanciper du cliché japonais pour aller un peu toucher le grand public, et c'est ce qui a fonctionné dans FF7 et ce qui a fonctionné dans les autres. Il avait fait du japonais grand public parce qu'il est passé après Amano, qui avait un trait extrêmement particulier, peut-être moins parlant au monde entier. Ouais. Lui, il avait ce trait très jap, mais finalement très appréhendable, en fait, tout le monde l'a kiffé très rapidement. Ouais, et puis il a créé des persos cultes, et quand tu vas à Japan Expo, t'as pas trop de persos de SMT ou quoi, t'as plus... Tu veux dire... C'est le but du quand débat. tu veux dire... Damien, je n'ai pas compris le... Si, justement, je joue le jeu. Quand tu dis à la Japan Expo, tu parles des cosplays de persos de Nomura, mais pas trop des autres. Ok, Nomura, franchement, c'est l'homme fort maintenant de presque Square Enix. C'est au-delà d'un chara designer. Maintenant, c'est peut-être la tête pensante, la personne qui fait gagner le plus d'argent. C'est un peu Dieu sur terre. Hein. Il fait un peu ce qu'il veut, il fait les séries qu'il veut. Est-ce que Nomura, il est pas vraiment plus fort que Kaneko? Il y a pas débat. C'est pas Yoshida qui fait gagner le plus d'argent chez Square Enix? Ah là là, j'aime ça. Est-ce que Nomura s'est pas fait virer d'FF15? Ah là là. Des tacles. Oui, mais pour faire ce qu'il veut, peut-être. Pour faire ce qu'il veut, je pense que ce qu'il aurait voulu faire, c'était Versus 13. En même temps, Kaneko, il a un peu un emploi fictif maintenant, si j'ai bien compris. Mais c'est ça. Kaneko, il est plus là. C'est vrai, Kaneko, il est plus là. Il fume des clopes. Des clopes. Kaneko, c'est magnifique, hein, ce qu'il fait, il faut le dire, mais est-ce qu'il est pas un peu comme Amano, avec un trait plus particulier, qui est un petit peu moins appréciable, on va dire? Qui est moins consensuel? Ouais. Oui. Comme toi, Mehdi. Pourquoi? Rien. Consensuel. Comme et toi. Ça veut dire quoi, consensuel? Comme tes goûts, Mehdi. Je savais pas que c'était des attaques perso, les vrais débats. Ok. Bah, il faut un peu. Oh, c'est une private joke. Du coup, oui, carrément. Il a un style moins accessible que Nomura. Après, les goûts et les couleurs. Après, est-ce qu'on peut parler de style consensuel pour Nomura? Je suis pas si sûr, parce qu'il a un style qui peut parler plus facilement à tout le monde, mais il a quand même une personnalité assez affirmée. C'est très affirmé au point que justement beaucoup trouvent qu'il s'auto-caricature assez souvent. Mais donc, enfin, on le reconnaît très vite, Nomura. Et Nomura, on a souvent tendance à oublier justement que c'était un monster designer de talent. Enfin, il suffit, le dernier boss de FF6 par exemple, je le rappelle à chaque fois, mais c'est lui.
les différents étages et tout. Enfin, et ça, c'est incroyable comme. Dancing Mad. C'est pas un immeuble, hein, le dernier boss. Mais... Non, c'est pas. Parce que Nomura, il ferait pas mieux de. Parce que Nomura, il ferait pas mieux de revenir au monster design, tout ça, parce qu'aujourd'hui, il fait du mal à toutes les séries, peut-être qui touchent. Moi, sur FF7 Remake, il me fait peur. Sur Kingdom Hearts. Après, aujourd'hui, il est quand même plus autant impliqué que ça sur le character design. Enfin, il a beaucoup d'aide par Roberto Ferrari, qui a fait la moitié des designs de FF15, qui a fait la moitié des designs de FF7 Remake. C'est exactement là où je veux en venir. Moi, c'est que est-ce qu'il ferait pas mieux de revenir au monster et au chara design, là où je trouve qu'il excelle, et quand il se je sais pas, ça a pas l'air d'être son délire aujourd'hui. Je suis triste, moi, parce que sur le scénario, il devrait arrêter de donner son avis. FF7, il était plus du tout sur le monster design, justement, il s'était consacré à 200% sur le character design, et le monster design FF7 est assez foiré d'ailleurs, hein, si on compare par rapport au 6 et au 5. Donc oui, il manque un peu au monster design, mais j'ai l'impression que ça fait plus partie de ses envies. Lui, c'est plutôt l'aspect créatif, créer des univers, les histoires de Kingdom Hearts, c'est ça qui lui plaît. Oui, c'est vrai qu'on en a un peu soupé de Nomura maintenant, et parce qu'on a eu beaucoup de jeux avec beaucoup de ses designs, et Kaneko, justement, il a cette patte particulière et japonaise. J'ai l'impression que c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, tu vois, la spécificité japonaise avec justement SMT qui ressort un petit peu des ténèbres pour prendre enfin la lumière des années après. Et donc peut-être que Kaneko, c'est lui qui serait dans l'air du temps aujourd'hui. Ken, un avis sur ce duel? Bah moi je suis très extérieur à tout ça, donc je vais donner mon avis. Il vaut ce qu'il vaut, hein, n'est-ce pas? Je vais surtout m'attarder sur le chara design. Moi Nomura, je trouve que ça a trop mal vieilli en fait. C'est que, pour moi, Nomura, dans ma tête, le truc qui est cristallisé, c'est The Bouncer. Tu vois le délire? Ouais, mais là, c'est le mauvais Nomura. Ouais, mais le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est ces persos avec des coupes Viveld Up. Enfin, tu vois, on est plus en 2000, stop. Et le truc, c'est que ça continue aujourd'hui. Il continue de faire des persos comme ça, et je trouve que, ça marche pas. Alors que Kaneko, il a un style qui est plus sobre et qui vieillit mieux. Tu vois, quand je vois des illustres de Kaneko qui ont 30 ans, tu sors ça aujourd'hui, ça a encore, tu vois, alors que je trouve que Nomura, dans son design de ses persos uniquement, parce que du coup, pour les monstres et tout ça, j'ai pas de référence, mais je trouve que ces persos, ils vieillissent extrêmement mal et qui, du coup, ils sont témoins d'une époque bien précise qui se situe entre 95 et 2015. Et, du coup, plus le temps passe et plus je suis totalement, tu vois, sorti du truc, et je trouve que ça matche pas. Au-delà des coupes de cheveux, Nomura, c'est beaucoup de piercing et de fermeture éclair. Ouais. C'est vrai que ça a un peu passé de mode. Là, c'est lobby. Là, c'est le moment où justement, c'est Luby, non? C'est Luby, pardon. il a des lobbies aussi. Non, mais par exemple, lobby de la fermeture. Exagéré volontairement. Enfin, c'est aussi quelqu'un qui est assez rebelle, Nomura, et je me rappelle que pour le design de Lulu d'FF10, il y avait pas mal de gens à l'époque qui lui reprochaient déjà de mettre trop de ceintures, de fermeture éclair. Du coup, il avait mis une robe de ceinture. Robe de ceinture, carrément. Le rebelle. Et c'est vrai que Bouncer, c'était, il devrait s'appeler Nomura, ce jeu, parce que c'était un game design claqué, beat'em all au rabais, qui était magnifique. Il était vraiment très beau. Pour un jeu de sortie de PS2, ouais. Mais ces personnages, c'était, le héros qui était sur la jaquette, c'était Zell, en fait, en fois, prototype de Sora aussi, un peu. Il y avait un proto Sora aussi. Les mêmes couleurs. Après, il y a le Nomura Unleashed qui fait ce qu'il veut et qui peut faire partir dans ses excès, mais je trouve quand il est un peu plus contrôlé, il est plus efficace. Ça reste magnifique aujourd'hui. FF13 aussi, je trouve que le chara design est très réussi, malgré tout. Allez, un dernier tour de table, Nico, Nomura, Kaneko. Je choisis le chara design de Sonic et de Balan, moi. C'est fou, hein, c'est le principe de... Donc, ok, 0. Ken? Kaneko, Damien? Kaneko. Quoi? Avec tout ce que tu nous as sorti. Mais c'est ça la faux débat. Je vous ai bien. Ils veulent Damien. Le style esthétique de Kaneko me parle plus. Et Ludo va sortir Nomura. Plus intemporel, comme tu dis, je suis d'accord là-dessus. Après, Nomura, il a fait certains de mes persos préférés, mais donc, je sais pas. Kaneko. Pour moi, Nomura, il a fait FF7. J'adore les personnages de FF7. Enfin, les dessins. Originaux, tu vois, du premier FF7. Après, ça n'a fait que se détériorer. Voilà. Donc j'ai aimé de moins en moins. Donc il y a deux vrais rebelles. J'aime bien les personnages de FF8, hein. Mais vraiment pour moi FF7 c'est nickel, quoi, c'est splendide. Et donc bien sûr Kaneko. Bon, mais Kaneko a gagné. Hein. Kaneko. Et toi, Mehdi? Moi, je m'en fous. Il y a 3 points. Ouais, mais tu peux quand même donner ton avis. T'as le droit. Vous le savez, ça sera l'avis consensuel. On the spot, c'est 4 sujets, de l'actu, des polémiques, des OSEF, il y a de tout. Il va falloir choisir de 1 à 4 et on va prendre un sujet pour le prendre. Un petit peu sérieusement, les autres, on sera un peu plus rapide, hein, vous allez juste donner votre avis, disons. Ludo, allez, tu t'es pas à la rédac très souvent, donc 1, 2, 3 ou 4, s'il te plaît. 3. Allez, c'est parti. Donc c'est le sujet sur
Konami. Donc PES est terminé. Il faut maintenant faire place à eFootball 2022. Est-ce que quelque part PES est pas un peu mort, hein, car en plus du nom, donc c'est le format du jeu qui se transforme. eFootball, c'est un free-to-play ou un free-to-start, on va dire. Donc on va pas parler de foot, je vois que vous flippez. On va plus parler de Konami. Donc après la petite mort de PES, après celle de MGS, après celle de Castlevania, après celle de Suikoden, après celle de Silent Hill. Franchement, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle de Konami? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous avez un espoir pour le futur? Qui veut commencer sur Konami? Damien. Ça fait des années que j'ai plus aucun espoir sur Konami. C'est fini, Konami. C'est la fin. Enfin, tu peux parler un peu plus fort. Au fil des ans, ils ont achevé toute leur série une à une. Bah, voilà. Là, ils finissent d'enterrer le truc. C'est la fin. Ah, c'est fini. Enfin, je les vois pas du tout aller dans une soudaine résurrection, ou alors ça serait vraiment un changement complet de paradigme par rapport à tout ce qu'ils ont amorcé depuis des années. Donc, est-ce que Konami seul, vous avez pas d'espoir? Est-ce que Konami fit Sony sur Silent Hill? Est-ce que oui, peut-être qu'encore en tant que qualité d'éditeur, producteur, peut-être qu'ils peuvent encore se dire, bah voilà, on a toujours des franchises dormantes, ou de propriétaires d'IP, voilà, tout simplement. C'est ça, on va laisser ces franchises dans les mains d'autres gens talentueux et peut-être qu'ils feront des choses bien. Mais eux-mêmes, venant de Konami, les impulsions artistiques de Konami ou des impulsions de production de Konami, je crois qu'il n'y a plus rien à attendre. Ouais, non, mais exactement pareil, comme Damien. En plus, il y a heureusement, il y a des sortes de successeurs un petit peu spirituels de leurs plus grandes licences, comme on voit avec Suikoden, où maintenant Murayama, de son côté, a fait son Kickstarter pour faire Eiyuden, qui va être en fait une sorte de Suikoden. Ça sera peut-être nul, attention. Ça, c'est les créateurs qui n'ont pas les droits sur la propriété intellectuelle et qui vont faire leur jeu de leur côté. Voilà, pareil pour Castlevania avec Bloodstained. Pour Metal Gear, comme on a dit, quelque part tant mieux que ce soit terminé. Maintenant Kojima a fait Death Stranding, enfin il fait des choses nouvelles. Finalement Konami c'est terminé, c'est triste que toutes ces licences soient mortes, mais quelque part leur esprit continue de vivre. Ouais, enfin après en dehors de Konami. La différence, c'est que justement Eiyuden, ça va être un jeu fait à la manière de Suikoden avant. Bloodstained, c'était pareil, c'était du Castlevania typique comme avant, mais il y avait pas du tout l'ambition qu'avaient ces jeux à l'époque de leur sortie. Quand ils étaient sortis, c'était des jeux justement qui déjà, que ce soit techniquement, artistiquement et tout, qui proposaient des choses nouvelles, des game design nouveaux et tout, etc. Ouais. Là, c'est juste finalement des vieilles gloires qui continuent de capitaliser sur ce qui est le travail de Kojima diffère. C'est là où Kojima, lui, pour le coup, Death Stranding, c'est vraiment, il continue sur une lancée de je veux toujours repousser plus loin les limites du jeu vidéo. C'est le seul. Mais les autres séries, que ce soit Castlevania, que ce soit Silent Hill, que ce soit Metal Gear, non, pas Metal Gear, c'est laquelle que t'avais, Suikoden et tout. Ouais. Moi, je les vois pas, les successeurs qui sont avec la même ambition qu'à l'époque de leur sortie. Ils sont pas là, Donc, sur mon côté droit, j'ai beaucoup de pessimisme. Est-ce que sur mon côté gauche, il y a de l'espoir, Nico? À la gauche, on est toujours plus optimiste. Je serais d'ailleurs, oui, il y a eu clairement Konami qui s'est désintéressé de tout ça. On l'a parlé plein de fois, où ils ont cartonné dans le mobile, donc ils ont complètement délaissé les consoles. Mais je trouve qu'il y a un petit regain d'intérêt. Ils reviennent un peu pointer le nez à la fenêtre. Il y a eu, par exemple, des compiles Castlevania, une qui vient de sortir, qui reprend les jeux Game Boy Advance. Ouais. Ça reste limité comme retour, mais ils remettent un petit pied dans la porte, tu vois. On sait qu'ils ont édité un jeu aussi d'un studio indé Jap qui reprenait un vieux jeu Konami. Alors, je sais plus le nom, parce que c'est un jeu qu'on connaissait pas trop en Europe. On est dans le patrimoine, on est dans l'exploitation, il y a pas trop de créativité là-dedans, quand même? Non, mais après, tu vois, il se murmurait qu'ils ont auditionné, entre guillemets, des studios pour relancer Silent Hill. Alors, tu vois, un peu comme Ghibli commence à devenir plutôt un gestionnaire d'IP, peut-être que Konami va se tourner vers ça aussi, donc plus forcément faire du gros dev en interne, mais plutôt sous-traiter, sous-louer les licences, un peu comme l'a fait Sega aussi quelque part, on en a déjà parlé, avec il laissait les autres ressusciter ses grandes franchises pour lui. Comme l'avait déjà fait Konami à l'époque des derniers Silent Hill ou de Castlevania Lord of Shadow. Oui, mais c'est revenir à cet état de fait, quoi. Après, je pense, oui, il faut plus attendre d'eux que ce soit le nouveau fleuron du jeu vidéo, qu'ils aillent défricher des terrains et révolutionner le jeu vidéo comme ils ont pu le faire à l'époque. Il y a eu récemment un anniversaire de Konami où on a pu voir un artwork avec toutes les grandes mascottes, icônes, personnages forts de Konami. C'était une sacrée tristesse quand même de voir qu'il y avait plus rien d'exploité, oui, plus rien de... Mais rappelle-toi SNK aussi, qui avait complètement délaissé tout leur patrimoine pour faire du jeu mobile. Ils ont vu que les joueurs étaient attachés à leur marque et ils sont complètement revenus après un changement de direction. Et aujourd'hui, SNK, ils sont en mode fanboy, ils font ce que veulent les fans, ils en sortent des jeux de leur licence culte. C'est pas impossible qu'on y revienne, il suffirait que un président change ou ils ont ressorti, alors je sais plus, c'est une sorte de Monopoly au Japon mais qui a cartonné comme c'est leur meilleure vente ever qu'ils ont fait au Japon, un jeu Switch.
Donc c'est pas Toki Memorial ou je sais plus non, comment ça c'est le jeu de drague, mais je sais plus, je chercherai le nom. Monopoly Toki Memorial. Non mais tu vois, c'est genre le signal, ok, sur console on peut quand même faire de la thune, donc après on va se leurrer, c'est ça qui enclenche les décisions stratégiques. Aidez-moi, j'ai un trou de mémoire, comment ça s'appelle le jeu d'horreur assez épisodique là qui sort avec un nom. Alors, j'ai aucun indice dans ce que je viens de vous dire. Il y a eu Silent Hill qui a été voilà, on sait que ça a été une proposition. Dead quelque chose. En fait, c'est une compilation, c'est anthologique en fait de jeux qui sont sortis. C'est la Dark Picture Anthology. Dark Picture Anthology, voilà. Supermassive. Voilà. Non, je pensais pas à ça. Et ça, en fait, normalement, ça a été proposé à Konami pour être des stories from Silent Hill, et ça a été refusé. Donc eux, après, ils ont décliné en faisant leur truc à eux. Donc il y a des propositions qui sont faites. Bon, la porte a l'air encore un petit peu fermée. C'est vrai que Konami, tu l'as signalé tout à l'heure, Damien a pu déléguer en fait les licences à donner par exemple à Mercury Steam sur Castlevania. Ken, ça remonte à loin, c'était déjà il y a une dizaine d'années. C'est ça, ils ont fait venir Kojima aller pour la petite pour le petit crédit Jap. C'est Momotaro Densetsu. Ah oui, ok, j'avais entendu le nom, oui, en effet. Ken, Konami, de l'espoir. Bah moi je considère qu'il faut mieux rien faire que de faire mal, et que Konami, je les compare beaucoup à Capcom dans la structure. C'est pas une grosse boîte. Aujourd'hui, je pense. Konami, ils ont max de thunes parce qu'ils ont un gros business de salle de sport. Ouais, ils ont les trucs à côté, bien sûr, mais le jeu vidéo a quand même beaucoup évolué. Konami, Capcom, alors Namco s'en est sorti, ils se sont fait racheter par Bandai, donc c'est encore autre chose, mais c'est des entreprises qui sont nées dans les années 80, à l'époque où on faisait des jeux à 2, 3, 4, etc. Et en fait, il y a eu cette période qu'on connaît tous pendant l'ère 360 PS3 où les développeurs japonais, ils ont dû se retourner, ça a été très délicat. Capcom a mis un petit peu de temps quand même, ils étaient toujours là, mais c'était plus le Capcom d'avant, on va dire. Là, ils sont à nouveau lancés dans une nouvelle dynamique depuis très récemment. Il y a eu des doutes, ils se sont mis justement à passer leur licence à des studios occidentaux, etc. Je pense que ça a mis du temps justement pour se retourner de cette nouvelle façon de faire du jeu vidéo. Konami, ils se sont désintéressés très tôt. Les derniers gros jeux Konami développés en interne, en dehors de Metal Gear Solid 5, je pense que c'est sur l'ère 360 PS3, il n'y en a pas eu. Je dis peut-être une bêtise, mais je pense pas. Il y a eu Survivor, mais je sais même pas s'il était fait en interne, le Metal Gear Survivor. Le dernier, je pense qu'il a été fait en interne, mais bon, ils ont récupéré tous les assets de MGS5, tu vois, il n'y a pas eu beaucoup de taf. Et je pense que justement, c'est pour ça qu'il y avait un conflit entre Kojima et Konami, c'est que c'était deux façons de faire différentes, c'est que Konami avait pas envie de se lancer sur cette nouvelle façon de faire du jeu vidéo avec ses grosses équipes, ses moteurs maison. Bon, il y a quand même eu le Fox Engine, mais voilà quoi. Et de l'autre côté, t'avais Kojima qui avait vraiment de très grosses ambitions. Voilà, au final, aujourd'hui, ils sont pas trop sortis de leur truc, hein. Ils continuent à faire des compilations. Enfin là, je suis persuadé que la compilation Castlevania Advance, elle va cartonner. J'ai déjà vu plein de gens qui l'avaient acheté. Moi, je joue de temps en temps à Super Bomberman Online R. Là, le jeu, il joue à 64. Je peux jouer à toute heure de la journée. J'ai 64 joueurs avec moi. Donc, pareil, ils doivent drainer des revenus de tout ça. Au final, ce qui est compliqué avec Konami sur l'exploitation du patrimoine, c'est qu'on sait qu'ils avaient des gros problèmes d'archives. Hein. Eux, ils ont grave galéré, ne serait-ce que pour la Silent Hill Collection HD. C'est ultra pas rassurant. Donc, ce qui est Damien mort de rire parce que cette Silent Hill était c'est le bordel, ouais. HD compliqué. Mais après, je les condamne pas. Hein. C'était une époque qui était différente. Oui, Square ont aussi des problèmes d'archivage. Même nous, hein, tu vois, une petite société de 5 ans, des fois on se dit, elle est où la couve HD? Les gars, elle est où? Donc c'est on va la refaire. Ouais, on va la refaire. Donc c'est pas évident. Les process étaient pas carré. Comme tu dis, voilà, c'était des équipes de 10, 5. C'était différent, quoi. Donc il faut pas condamner, mais c'est juste que c'est compliqué d'exploiter le patrimoine aujourd'hui. Et donc s'il y a pas d'espoir pour le patrimoine, il y a pas d'espoir pour le futur. Créativité. Compliqué. Ce qui fait râler quand même, c'est que pour un public comme nous, tu vois, qui de notre âge et plutôt fan de jeux japonais aussi, ils ont un nombre de licences qui pour nous sont cultes qui est absolument énorme, quoi. C'est vrai que c'est... Je peux en citer 10 comme ça. Enfin, il y a peu d'éditeurs, je pense, qui ont un patrimoine aussi riche. Après, le problème est le même que pour Sega, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent X et Y séries revenir, mais le truc, c'est qu'au-delà d'une licence, il y avait des gens derrière, et qu'aujourd'hui, chez Konami, il n'y a pas grand monde qui pourrait prétendre à passer derrière des épisodes de Metal Gear ou des épisodes de Silent Hill. Dans l'absolu, qu'ils laissent leur licence à l'abandon, c'est pas grave, mais qu'ils fassent du coup de nouvelles licences aussi, avec des gens créatifs justement qui apportent de choses, mais comme tu dis, il y a pas l'air d'y avoir. Ouais, puis ça demande énormément de temps et d'argent, et peut-être qu'ils se disent c'est plus rentable de faire des free-to-play, des pachinko, et puis de sortir des compiles HD qui vont se vendre sans forcer, quoi. Donc c'est vrai que les derniers Metal Gear Silent Hill, c'est des pachinko. Ouais. Ça fait mal.
Bon, ben voilà pour Konami, pas trop d'espoir finalement au sortir de ce On the Spot. On est désolé si on vous a pas trop éclairé la journée avec ces nouvelles-là. On passe rapidement sur les 3 autres sujets. Donc pour rappel, les strikes, c'est pas que du jeu vidéo. On l'a dit au début de l'émission, c'est jeux vidéo et pop culture. C'est pour ça qu'il y a quelques On the Spot qui vont traiter de cinéma ou même de SVOD. Ken, tu as parlé de manga tout à l'heure. Moi, je vous ai parlé d'un film. Donc voilà pour les strikes. Pour rappel, il y a de la pop culture. Là, l'un des On the Spot, c'était les images de Daniel Craig qui était en larmes. Donc après son discours d'adieu, quelque chose qui est très classique dans le cinéma américain, ou sur le tournage de No Time to Die ou Mourir peut attendre. Choisissez votre clan. Daniel Craig, c'est terminé, c'est officiel. Qu'est-ce que vous pensez de la fin de ce cycle? Nico, je me tourne direct vers toi. Je sais que James Bond c'est important, mais pas pour tout le monde ici. Je pense qu'on va y revenir rapidement. Il me tarde de voir le film. C'est vrai que j'ai vu son petit discours qui était émouvant quand même, parce que mine de rien, ça fait 15 ou 20 piges maintenant qu'il est dans de James Bond. Et donc je suis très très impatient de découvrir le nouveau film, mais aussi très impatient de voir qui sera le prochain acteur à jouer James Bond. Daniel Craig qui a quand même eu, je crois, c'était le seul qui avait un fil narratif complet sur tous ses films. Les précédents James Bond, c'était pas le cas. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un peu, je trouve, perdu cette malédiction où du mec qui était cantonné dans son rôle de James Bond. Enfin, Daniel Craig, il a une carrière à côté et il va encore faire des films après. Tu vois, je pense qu'il disparaîtra pas du paysage, quoi. Carrément. Damien, je crois que t'aimes bien James Bond quand même. Je vais en décroissant. Je suis moins fan que vous, mais oui, j'aime assez James Bond. Après, moi, j'ai Daniel Craig, je me suis arrêté à Skyfall que j'ai vu, mais j'ai pas vu les 2 derniers. Donc, non, le dernier. J'ai pas vu les 2 derniers. C'est vrai qu'à l'heure où ça sera diffusé, peut-être qu'il sera sorti. Donc en comptant No Time to Die. Non, du coup, j'ai pas une affection particulière pour lui, mais j'étais content. J'avais bien aimé ce reboot de la saga James Bond, une approche un peu plus moderne, plus Jason Bourne dans la mise en scène, plus émotionnel aussi dans l'écriture des personnages et tout. Donc j'avais bien aimé cet arc. À voir maintenant vers quoi va se diriger. Je la vois mal revenir en arrière, revenir vers quelque chose de plus je sais pas, Apple, plus pop, plus drôle. Je la vois plutôt. Et puis Casino Royale avec Batman Begins a relancé justement cette mode des films très réalistes, très pragmatiques, revenir aux sources. Des films adultes. Mais est-ce que c'est pas l'occasion de faire un pied de nez et justement de revenir sur quelque chose, alors tu disais pulp, pop, mais de quelque chose de peut-être plus fantasque. C'est vrai que là ils avaient su sentir un peu la direction qu'allait prendre l'industrie sur les 10, 15, 20 prochaines années. À voir s'ils vont réussir là aussi à être pionniers ou s'ils vont se planter. Est-ce qu'ils repartiraient pas dans le temps, mais de façon concrète, dans le sens où ils mettraient en scène un James Bond, je sais pas, dans les années 60, tu vois, vraiment, où je serais chaud, moi. Ça serait rigolo. Ouais, carrément. Ken, alors on n'est pas encore à Ludo, Là, toi, t'es dans le OSEF, mais OSEF total. Je pense que je suis pire que Ludo. Désolé, je pensais. Non, mais c'est pas grave, c'est à mon tour. T'as vu GoldenEye, Non, je t'ai dit, je l'ai acheté parce que j'avais une promo Blu-ray, mais je l'ai pas vu. Donc oui, j'ai jamais vu un James Bond. Et enfin, là, le changement de James Bond, c'est un peu comme une élection de Miss France, tu vois. C'est genre, je vais aller sur Google quand ça arrivera, mais ça va pas me changer la vie. Donc on termine le blasphème avec Ludo. Ouais, pareil, je m'en fous. Ok, on passe au prochain On the Spot. Donc là, je voulais vous parler de Netflix et de son événement qui s'appelle To Doom, qui a eu lieu la semaine dernière. Meilleur nom. Comment ? Meilleur nom, l'événement. Meilleur nom, To Doom, très rigolo. Est-ce que le nom a changé en fonction des territoires ou il s'appelait To Doom pour tout le monde ? Parce que c'est vrai qu'il y a des particularités en fonction des pays où tout le monde n'entend pas pareil. Mais c'est comme le chant du coq ou Crocodile-Doody, forcément, voilà, Crocodile-Doody. Donc cet événement To Doom que je trouve très inspiré du jeu vidéo ou en tout cas de la tech, de je sais pas, des keynote Apple ou ce genre de truc. Est-ce que l'entertainment en général va se rapprocher des événements jeux vidéo avec des événements précis sur des heures précises avec des présentations, des trailers, des trucs comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plus vu les trailers que j'ai pas suivi l'événement, donc je sais pas trop la forme qu'il a eu en niveau formel, mais t'avais des panels, c'était très Mais j'aime pas trop cette direction que prend l'industrie qui se rapproche justement, et c'est un peu paradoxal, du jeu vidéo et du côté comics, San Diego Comic Con et tout, les côtés très geeks, et c'est trop en mode easter egg, des blagues, des machins, et telle franchise thème, mais on va bourriner sur cette franchise. Enfin, Witcher, tu vois, ils ont déjà annoncé un nouveau film en plus, un spin-off, alors qu'on a même pas vu la saison 2. Après, il y avait un event Witcher. Et je trouve qu'ils en font trop et c'est un peu ce que tout le monde fait maintenant, quoi. Ah ouais, tu trouves ça dommage? C'est créer un événement précis et donner 1 heure en disant aux gens, regardez là, il va y avoir des gros acteurs, il y avait Chris Hemsworth, il y avait plein de trucs comme ça. Ouais, mais tu vois, maintenant t'as des acteurs qui sont un peu estampillés Netflix, quoi, et qui... Ah c'est clair. Ouais. C'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez, Ken? C'est dans la communication active. Comment c'est vous, Ken? Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je me tourne vers Ken. Quel tourbillon ça.
c'est dans la communication actuelle, c'est image de marque, on est vos copains, tu vois vraiment tu sais il y a de plus en plus de services de streaming et puis maintenant tu commences à un peu avoir ton écurie entre guillemets, un peu comme pour les consoles. Exactement. Et donc du coup c'est essayer de se rapprocher du consommateur en lui disant t'inquiète, on n'est pas juste des gens qui te provide des séries et des films qui te plaisent, on est vraiment tu vois, il y a une culture autour de la marque et donc c'est jouer là-dessus. Donc ça a fait effet sur le jeu vidéo, donc ça peut peut-être marcher ailleurs, hein. Je pense que comme les gens se battent pour savoir ce qui est mieux entre un téléphone Android ou Apple, maintenant ils vont se battre pour savoir ce qui est mieux entre Netflix et Disney+. Quoi. C'est vrai qu'il a mis le doigt sur ce que j'arrivais pas à dire, mais je trouve dans le jeu vidéo justement on en sortait un peu, et là c'est comme si eux ils repartaient en régression. Tu trouves qu'on en sort des guerres de constructeurs? C'est pas réglé, il y a toujours des trolls, mais je trouve qu'on avait un peu mûri dans... C'est parce que t'es apaisé, Nico, mais c'est pas terminé. Non, mais tu vois, les discussions genre entre Phil Spencer et le président de Sony, c'est voilà, respect, on est cool, machin. C'est toi qui as trouvé la paix, je pense, mais les guerres de chapelle... Ouais, mais là, c'est vrai qu'ils jouent sur il titille les fibres un peu fanboy, quoi, et j'aimerais qu'on en sorte. Est-ce que demain, on va défendre Netflix comme on défend Nintendo ou HBO Max? Disney a ses panels aussi, ses annonces, façon Comic-Con, comme tu disais. Damien, c'est une nouvelle manière de mettre en avant justement une manière de construire l'entertainment avec du marketing digital et du branding. Non mais c'est Damien a faim, il est méchant, il commence à être méchant. T'as vu? Il est midi 5 là, c'est mort. C'est vraiment de la communication moderne et ils ont raison de faire ça. Ouais. Ça marche, ça fonctionne, je pense que ça va plaire. Après voilà, finalement la guerre Netflix, je sais pas, OCS, Disney+, ce qu'on veut, c'est quelque part une nouvelle un détournement de autrefois la guerre entre la Fox, entre MGM. Ouais, mais elle était moins personnalisée. Enfin, à l'époque, les studios, chaque studio avait sa patte qui était vraiment bien définie. Oui, mais j'ai l'impression que le grand public, tu vois, il savait pas quel film c'était la Fox, quel film c'était. L'âge d'or d'Hollywood, si c'était vraiment. Ah oui, tu parles de l'âge d'or. Ah oui, ok. Genre on va aux années 40, tu vois. Ouais, d'accord. Donc c'est peut-être ça aujourd'hui. Maintenant, finalement, on revient à cette idée justement de repersonnaliser peut-être les studios, en tout cas des créateurs de contenu, et ça peut être une manière de créer finalement des guerres de chapelle, mais si ça peut stimuler aussi la créativité de chaque domaine pour qu'eux ils se disent tiens, je veux faire mieux que le concurrent et donc je vais aller plus dans cette direction-là, ça peut être sympa aussi. Ludo, t'as un avis là-dessus? Moi c'est comme pour le jeu vidéo, ce qui m'intéresse vraiment c'est les œuvres, et je vais là où il y a les œuvres qui m'intéressent, quoi. Ok. Donc, la sagesse. Dernier on the spot, c'est le on the spot Osef. Donc je pense c'était pas James Bond. C'est pas moi le plus salé ici. Non, c'était le dernier, c'était le rapport de force des personnages de Dragon Ball. Est-ce que c'est n'importe quoi? Osef. Voilà, c'était le on the spot pour lequel je pense. Bien sûr que c'est n'importe quoi. On ne va pas lancer. Ça l'était pas au début. On peut juste dire quand même que c'est une discussion qu'on a eue hier en mangeant qui a duré 20 bonnes minutes. C'est ça qui est dramatique. C'est pas tant Osef que ça. Et Damien dit que c'est Osef en premier lieu. Alors j'assume moyen. Non, au début ça avait de l'importance, mais c'est devenu Osef à partir de celle-là, ça n'avait plus aucun sens. Voilà, c'est parti. Ouais. Voilà, pour clôturer les on the spot, c'est l'heure de carte noire et carte blanche. Carte noire et carte blanche, c'est la reco, mais c'est pas la reco n'importe quelle reco, c'est la reco importante, on est obligé de le faire ou on est obligé de pas le faire parce que c'est une carte noire, parce que c'est pas bien. On va commencer par Ludo, si t'es ok. Est-ce que cette semaine, n'importe quoi, c'est pas du tout une hebdo, est-ce que pour cet épisode, tu as une carte noire ou une carte blanche? Une carte blanche. Ah, de l'amour. Voilà, de l'amour. Moi, je vais parler d'un livre, d'un roman. Voilà, un roman assez court, donc c'est pour ça que je me suis dit c'était une bonne carte blanche, parce que c'est pas quelque chose de long, en une semaine tu peux le lire, c'est sympa. C'est un livre de science-fiction d'un romancier de science-fiction allemand qui s'appelle Andreas Eschbach. Alors je sais pas exactement comment ça se dit, désolé si j'écorche le nom. Et le nom du livre s'appelle Des milliards de tapis de cheveux. D'accord. Excellent. Voilà. Tu l'as lu? Non, mais le titre, je le trouve excellent. Voilà. Des milliards de tapis de cheveux. Alors, c'est très dur de pas spoiler, parce que c'est vraiment un concept, alors, si, je peux dire, le synopsis vraiment de base dans le premier chapitre. En fait, ça se passe sur une planète où, dans chaque famille, il y a un homme, son objectif, pendant toute sa vie, ça va être de tisser un tapis à partir des cheveux de ses filles. D'accord. Voilà. Pour l'empereur.
Donc l'empereur, une sorte d'empereur galactique, voilà. Et à la fin de sa vie, lorsque son tapis sera terminé, eh ben il va le donner en fait à une sorte de marchand intermédiaire, quoi, qui amènera ça à l'empereur. Et en échange, le marchand donnera de l'argent, assez d'argent en fait pour vivre pour vivre une vie en fait. Et cet argent sera donné au fils du tisseur qui lui-même devra tisser un tapis pendant toute sa vie. Il aura assez d'argent pour vivre pendant toute sa vie grâce à l'argent obtenu par son père en fait, en vendant le tapis. Voilà. Et les filles, elles vivent comment, elles, du coup? Et les filles, mais en fait, c'est assez d'argent pour que toute la famille vive. Okay. Voilà. S'il y en a un qui tisse pas de tapis, il fout tout le monde dans la merde. C'est une métaphore du capitalisme. C'est ça. Exactement. Et du coup, alors ça commence comme ça, mais alors après ça se complexifie. Donc il y a tout ce mystère de pourquoi est-ce qu'ils tissent des tapis à partir des cheveux, pourquoi. C'est vrai que c'est intriguant quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que pratiquement chaque chapitre, le personnage sur lequel c'est focalisé est différent. Ah. Voilà. Donc au début, par exemple, ça va être le premier chapitre, c'est sur le tisseur de tapis. Mais il y a des moments où ça va être sur les marchands galactiques, à un moment donné ça va se passer sur une autre planète et tu vois pas forcément de lien en fait, tu te demandes mais pourquoi, et à la fin en fait tout est lié et tu comprends l'histoire globale. Génial, ça m'intrigue. Voilà. Ouais. Et c'est des chapitres assez courts qui sont super, enfin moi j'ai trouvé ça très bien écrit et tu t'ennuies jamais en fait, il y a tout le temps des rebondissements, des trucs qui se passent. Trop bien. Très, tu vois, t'as pas des longues descriptions ou quoi, c'est beaucoup de dialogue, ça va droit au but, quoi. Je pense qu'il fait, je sais pas combien de pages il fait, 200 et quelques pages en poche. Et c'est génial. Ok, rappelle-nous le titre, des milliards de tapis de cheveux. Des milliards de tapis de cheveux. Merci Ludo pour ta carte blanche. Damien, carte blanche ou carte noire? Carte blanche, en lien avec l'actualité de Third. On a sorti un livre sur Doctor Who. Il est temps que je fasse ma carte blanche sur Doctor Who. Okay. Mais je vais être gentil, je vais faire une carte blanche en donnant 2 épisodes à regarder. Seulement. Pour justement, voilà. Il a vu que ta technique marchait bien pour ça. Non, mais c'est une bonne technique et je me suis dit que justement, ça peut pousser à aller au-dessus parce que si on commence par le premier épisode, on peut ne pas accrocher et ça peut ne pas être complètement représentatif de ce qu'est Doctor Who. Okay. Donc, Doctor Who, si j'en parle aussi, c'est parce que c'est enfin disponible maintenant en intégralité sur Amazon Prime. Vidéo. Alors je dis intégralité, mais il y a 2-3 épisodes spéciaux qui sont en fait, on appelle ça spéciaux, c'est des épisodes de Noël, mais qui sont en fait indispensables, qui sont pas présents et ils ont de toute façon jamais été édités en France, même sur les versions DVD, donc c'est un peu scandaleux. Donc il faut les télécharger si vous voulez les voir, mais c'est indispensable. Si jamais vous vous embrouillez, vous savez pas dans quel ordre regarder les épisodes, n'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravi de vous répondre sur l'ordre à suivre. Ou alors ils suivent l'ordre des saisons. Et bref. Et donc moi je vais vous conseiller de regarder un épisode de la saison 1 et un épisode de la saison 2. Ok. Donc du retour, je parle là de vraiment Doctor Who à partir de 2005. Et si je choisis ces saisons-là, c'est parce que justement c'est les première saison, donc c'est encore un peu cheap, ça jusqu'au bout de cheap Doctor Who, mais c'est que là vraiment ils avaient peu de moyens, etc. et ça se voit à l'écran. Et si vous accrochez, c'est que vous avez vous avez réussi à vous connecter avec la série et ça vous plaira, peu importe le côté un peu fait de briques et de broc, ça marchera. Donc le premier épisode que je vous conseille, c'est l'épisode 6 de la saison 1, ça s'appelle Dalek. C'est le premier épisode qui remet en scène un Dalek, donc l'ennemi les ennemis historiques du Docteur dans l'histoire. Le Dalek, on les reconnaît, ils ont on dirait une boîte de conserve en fait, un peu chelou, qui fait pas du tout peur si on regarde ça d'un œil un peu éloigné, mais qui dans l'épisode en question montre en fait à quel point ça peut être inquiétant un Dalek. Et c'est un épisode qui je trouve assez génial parce qu'on a tout l'aspect en fait, la dimension morale un peu complexe du Docteur, le fait que justement c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs guerres, qui a vécu des centaines d'années, etc. Et en même temps il y a un côté aussi très poétique. Enfin il y a vraiment tous les ingrédients qui font le sel de Doctor Who qui sont présents dans cet épisode, avec une vraie intensité aussi dans les échanges. Et c'est l'épisode qui met aussi en avant un arc narratif qui est présent sur plusieurs saisons. Donc ça peut être intéressant. Donc je vous conseille celui-ci. Et je vous conseille l'épisode numéro 4 de la saison 2 qui s'appelle La cheminée des temps, qui quand je l'avais vu avait été un épisode coup de cœur immédiat, qui lui pour le coup a été écrit par Stephen Moffat, qui ensuite a fait les saisons 5 à 10 de Doctor Who. Donc à ce moment-là il faisait juste un épisode par saison. Et c'est un épisode qui est magnifique. Je veux pas spoiler le concept, mais c'est en lien avec justement l'idée du temps et des différentes lignes temporelles, etc. d'une personne dans une vie. Il y a Madame de Pompadour dedans, donc c'est un épisode associé à une figure historique existante.
Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous conseille de le regarder. Si vous accrochez, vous pouvez vous lancer dans toute la série, ça vous plaira. Et lire notre livre en complément. Évidemment. C'est ça la vraie carte blanche. C'est David Torres, l'auteur, pour tout son travail de qualité sur son livre. Voilà. Ok, merci Damien pour ta carte blanche. Ken, carte noire ou carte blanche? Carte blanche, on est tous gentils ce mois-ci, ouais. Ma carte blanche, c'est Squid Game. Alors moi, quand je suis tombé dessus par hasard, ça venait de sortir sur Netflix. Apparemment, c'est devenu un phénomène de ouf. Donc ça se trouve, il y a plein de gens qui ont déjà regardé. Mais donc bon. C'est une série Netflix. Voilà, c'est une série Netflix coréenne de 9 épisodes qui durent à peu près tous 1 heure. Donc du coup, ça vous fait des gros épisodes. Ça vous fait 55 minutes. Ouais, c'est assez long quand même. Mais ça va parce que c'est bien. Du coup, tu vois pas le temps passer. C'est que c'est ce qui compte. Ouais, voilà. À l'ancienne un peu quand même. Et donc, pour expliquer le concept, c'est dur de l'expliquer sans spoiler, mais on va partir de l'épisode de base. C'est des gens qui ont pas de thunes, vraiment pas de thunes. C'est-à-dire qu'ils sont dans le négatif, dans la thune, ils ont des dettes. Et en fait, au début, je vous explique vite fait parce que si je vous explique rien, ça va être compliqué. Mais en gros, on va tester jusqu'où ils sont prêts à aller pour avoir de la thune. Tu vois. Donc en fait, il y a un espèce de jeu de négociation où en fait ils jouent à un jeu, je suppose coréen, où en fait t'as une espèce de 2 petits coussins et il y en a un qui est posé par terre et tu dois genre jeter le coussin de toutes tes forces pour le retourner avec l'autre coussin. Tu vois, c'est des POG en version, ouais, voilà, c'est exactement molle, ça. Quoi. C'est des POG avec des petits coussins. Voilà. Et donc si jamais tu perds, tu dois une somme X, on va dire 1000 balles. Okay. Et le truc c'est que très vite le mec qui fait le recrutement en fait, il dit à la personne en déche de thunes, si tu veux, je te mets une tarte dans la gueule et tu me dois pas 1000 balles. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se prennent v'là les tartes dans la gueule en boucle, et puis à un moment, ils récupèrent eux 1000 balles parce qu'ils arrivent à gagner 1 ou 2 fois. Bref, on les teste et ensuite on les amène du coup sur une île où ils doivent réaliser des jeux pour gagner de l'argent. Et en fait, la somme globale qui est gagnée monte à chaque fois que quelqu'un perd. Le truc, c'est que quand quelqu'un perd, il meurt. Et donc, du coup, le premier jeu auquel ils sont amenés à jouer, c'est 1, 2, 3 soleil. C'est un truc qu'on a pas mal vu sur Internet et tout, parce que c'est avec une espèce de grosse statue de gamine, en fait, qui a des yeux bioniques et qui scanne pour voir exactement s'ils sont en train de bouger. Et à chaque fois qu'il y en a un qui bouge dans la grande arène d'1, 2, 3 soleil, t'as des snipers tout autour et ils se font niquer comme ça, quoi. Okay. Voilà, ça commence comme ça. C'est un peu un délire à la Battle Royale, Hunger Games et compagnie. Ouais, dire que c'est un Battle Royale avec des jeux d'enfants, c'est faux ou ça? Ça peut être vrai, c'est totalement vrai. Il y a une petite nuance dans le sens où, alors, je vais pas trop en dévoiler, mais le postulat de base, c'est que tout le monde est en train de jouer au même jeu et ils s'entretuent pas. C'est assez important parce que Battle Royale, Hunger Games, c'est des jeux où en fait de base on te dit vous allez tous vous buter. Là ils arrivent dans le truc et on vous dit vous allez jouer à des jeux d'enfants. Il y a pas de confrontation. Ouais. Ah, ils sont pas spécialement au courant, quoi. Ouais. Ils risquent pas, ils veulent pas eux justement que les autres perdent pour que ce soit eux les gagnants finalement. Ils ont pas intérêt à se faire buter, à buter les autres. C'est toujours pareil, c'est que t'as le côté humain qui ressort et on rappelle qu'ils sont dans la dèche et que du coup dehors c'est un peu la merde. Il y a un système de règles assez sympa où en fait il y a une règle qui dit si jamais vous considérez que c'est trop parti en couille, vote démocratique et on peut arrêter le jeu à tout moment. Donc voilà, il y a plein de petites questions autour de la société qui se posent, de l'humain jusqu'où il est prêt à aller pour gagner, pour aider les autres quand il est dans une situation compliquée. Petit truc intéressant, alors moi je connais pas du tout le manga, donc du coup je pourrais pas vous en parler exactement, mais un pote m'a parlé et ensuite je l'ai revu sur le net du manga Kaiji. Okay. Qui est un manga qui est assez populaire. Moi, je l'ai souvent vu passer dans ma vie par les esthètes du manga qui ne cessent de vanter ses mérites. Et en fait, là, il s'avère que Squid Game est très très fortement inspiré de Kaiji. Ça va même sur certains plans du manga qui sont identiques. Il y a même des jeux où vraiment, j'ai eu le truc plan sur plan, je me suis dit ouais, c'est abusé comme c'est pompé. Et c'est un pote qui m'avait dit ça à la base, il m'a dit ouais, c'est Kaiji mais version drama coréen, et en fait c'est vraiment le cas. Donc faut voir si l'inspiration n'a pas été revendiquée. C'est ce qui est un petit peu dérangeant du coup, parce que Kaiji c'est un peu le même système. Alors je l'explique sans connaître, mais apparemment pareil, c'est des gens qui ont des galères de thunes et qui vont faire un jeu un peu dangereux pour se sortir de leurs problèmes de dette, quoi, en gros. Et donc c'est pas revendiqué, mais il y a des gens qui commencent à lever un peu le ton en disant ouais les gars, vous avez pompé Kaiji, donc à voir. Et ça permettra peut-être à Kaiji, qui est un manga qui est très très apprécié apparemment, d'avoir une seconde exposition grâce à Squid Game et grâce à ce probable plagiat. J'accuse personne. Je sais pas, voilà. Je balance juste une petite polémique. Ouais. Ok, merci pour cette carte blanche. Squid Game sur Netflix. Ouais. C'est dispo. Il y a une saison 2 qui est signée. On sait que ça va continuer. Tu vas trop en dévoiler.
J'en dévoilerai beaucoup, ouais, je dis rien. Donc, on sait pas. Voilà. On sait pas. Nico, carte blanche ou carte noire? Allez, une carte noire un peu, là. Carte blanche, mon ami. J'avais pas trop d'idées ce mois-ci. Damien vient de faire un rire maléfique. J'espère qu'au montage, on va l'entendre. Je l'ai entendu dans mon retour, donc il y a moyen. J'avais pas trop d'idées, donc je vais encore vous parler de comics, parce que en ce moment, je me suis pas mal remis à lire des comics, et de Robert Kirkman, l'auteur de comics très connu de Walking Dead. Alors le mois dernier, je vous avais recommandé sa série Invincible, qui est sa série de super-héros, et qui était dispo en animé, et je sais que vous l'avez tous regardé d'ailleurs. Oui, merci à vous. Et donc ce mois-ci, on va passer à Firepower, qui est sa série actuelle, en fait, sa nouvelle série. Ça vient juste de commencer en France. On a 2 tomes de sortie chez Delcourt. Le 3 arrive fin octobre. Et c'est dessiné par Chris Samney, que les fans de Daredevil connaissent bien et qui dessine super bien, que j'adore le style. Et c'est très cool parce que c'est carrément un délire en mode kung-fu, initiation à martiaux. Ça, en fait, au début, c'est un mec qui arrive, qui est perdu dans les montagnes enneigées et qui recherche un temple, en fait, une sorte de temple Shaolin pour, il a besoin d'apprendre parce qu'il cherche des réponses à des questions. C'est Batman Begins, quoi. C'est carrément Batman Begins dans le délire. Et c'est un mec il no kung fu, tu vois, il connaît tous les arts martiaux. Et donc là, il vient apprendre un peu le dernier art martial qui lui manque à sa panoplie. Et c'est un art martial où les mecs arrivent à faire des boules de feu à la Hadoken. Donc, ça a une vibe super Jap et super manga, en fait. Tu m'avais montré des images, c'est super stylé. Ouais, et c'est vrai que les comics en général, enfin c'est un truc perso, mais je trouve les scènes d'action c'est toujours un peu figé. C'est pas du tout la même délire que dans les mangas, tu vois. C'est une splash pages en mode figé, les persos qui se battent, mais t'as pas la notion de dynamique ou de mouvement. Mais c'est juste comme ça que ça a toujours été fait. Moi j'ai toujours pris ça pour une notion d'économie parce que les comics c'est pas les mêmes travails qu'un manga. Il y a toute la colorisation après et tout. Ils sont pas là, ils vont pas faire 10 pages de combat. Oui, puis les traits sont souvent plus fouillés, c'est pas forcément la bonne façon de dire, mais c'est pas du tout le même effet en termes de dessin, quoi. Et là, pour le coup, je trouve que c'est peut-être le comics qui a le plus une vibe manga, parce que les combats sont plus dynamiques, plus péchus. Ils sont moins fouillés, comme tu dis aussi, c'est ça, je trouve plus... Et ça peut, effectivement, si vous êtes pas fan de comics, mais fan de manga, ça peut être le comics qui vous ferait découvrir ça, quoi. Et sans trop en dévoiler aussi, toujours pareil un peu à la Kirkman, il a ce côté où il veut surprendre. Et déjà, dès le 2e tome, tu pars dans un délire que le 1er tome t'avait pas vraiment indiqué. Donc le 1er tome, c'est plus une sorte d'intro, et après ça bascule pas mal. Et ça a l'air très prometteur, et je suis très curieux de connaître la suite. Mais c'est un truc sérieux du coup ou pas? Il y a de l'humour, mais c'est quand même un truc un peu... Ouais, enfin... C'est sérieux et c'est pas parodique, c'est pas... Non, c'est sérieux, mais t'as quand même pas mal d'humour, les persos sont rigolos, mais ça pourrait être dans un cadre réaliste, hormis le côté qui lâche des boules de feu, quoi. Voilà. Ok, rappelle le nom? Firepower. C'est une série terminée, en cours? C'est en cours, je crois. D'accord. Ouais. C'est Delcourt, même. Et c'est Delcourt. Merci la précision éditeur. Les blagues d'éditeur. Toujours important de préciser l'éditeur, Damien, tu fais bien. Et je ferme la marche avec une carte blanche, encore 5 cartes blanches, 0 amour. On va en avoir des trucs à faire pour le mois prochain. C'est mieux, c'est vrai que les cartes noires au moins ne fait Non, les cartes noires on les fait aussi. C'est toi, c'est parce que t'es un... Je conseille The Empty Man. Tu es un rebelle dans l'âme. Hein. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure, moi cet été, l'une de mes missions c'était de rattraper tous les shonen à la mode, hein, tout ce qui se vend par millions au Japon. Je voulais savoir ce qu'il en était. Donc je me suis fait Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Chainsaw Man et Tokyo Revengers sur les conseils de Ken qui m'a dit mais ça c'est pas mal. Donc on est au tome 14 en France et dans toute la sélection des shonen que j'ai rattrapé, c'est le shonen que j'ai retenu, que je vous conseille et l'un des rares que je continue même, les autres j'ai stoppé. Et franchement c'est trop bien, c'est dessiné par Ken Wakui donc qui a fait des précédentes séries mais pas traduites en France, donc autant vous dire que vu le succès de Tokyo Revengers qui est la semaine dernière à l'heure où on enregistre devant le One Piece 100 au Japon, donc je pense qu'il y a des éditeurs français qui vont chercher ces anciennes séries, c'est sûr, marquez mes mots. Et donc Tokyo Revengers, le pitch de base est assez naze, hein, donc on suit Takemichi, le héros, donc il y a un loser de 26 ans hein, qui travaille dans un revendeur de films, et en fait il apprend que son amour de jeunesse est morte dans un conflit de gang, et le lendemain de cette annonce on le pousse sur la rame de métro, et au moment où il meurt il revient 12 ans en arrière. C'est franchement claqué comme pitch, hein. C'est moitié cliché, moitié on l'a tous entendu 10 fois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai shonen dans le sens où les personnages sont vraiment stylés. Et ce qu'il faut savoir, c'est Ken Wakui, donc l'auteur, c'est un ancien Furio. Donc lui, jusqu'à 25 ans, c'était une racaille. Donc il faisait partie de groupes de Bosozoku, donc de racaille japonaise. Et en fait, c'est une commande de la Shueisha qui lui a dit fais
fait un nouveau shonen. Alors il rêvait de faire un shonen, mais on lui a commandé un shonen de Rakai, et lui il avait déjà beaucoup parlé de Rakai, de Bosozoku, Furio, tout ça dans ses précédentes sagas, et en fait il savait plus trop comment faire. Et si en fait le manga repart dans le temps 12 ans précédemment, c'est qu'en fait il sait pas comment les Furio se comportent aujourd'hui, et donc il dit moi je vais vous parler de mon époque à moi. Donc c'est pour ça qu'il y a un saut dans le temps, et en fait c'est cool, c'est super cool. Mais pourquoi ne pas avoir mis l'histoire dès le départ sur 12 ans? Faire un twist. Hein. C'est un petit peu de fantastique aussi. Il y avait un petit peu de fantastique aussi dans une de ses précédentes sagas, séries, pardon. Et ce qui est chouette, c'est que ce qui est chouette, je sais pas si c'est chouette, mais les Furios d'aujourd'hui, ils les respectent pas du tout. Il dit aujourd'hui, les Furios du Japon actuel ne pensent qu'à l'argent, ne respectent pas du tout. Par exemple, les Furios de l'époque, quand lui il était dedans, c'était beaucoup une question de style. T'avais les costumes, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un costume. Si c'est des costumes, punk, en fait, finalement, c'est un peu punk. Non, mais les punks, ils cassaient la gueule à tout le monde. Les Furios au Japon, les civils, ils les respectaient. Ils étaient très polis avec les civils. Ils se tapaient qu'entre Bosozoku. Et il dit qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas, et en fait dans Tokyo Revengers il y a ça, c'est-à-dire que les Rakai sont extrêmement polis, extrêmement stylés. C'est du shonen parce que les mecs ont, alors donc du coup 25 moins 12, tu vois, ils ont quelque chose comme 14 ans, c'est des gamins, tu vois, qui sont en troisième, ils font ouais vas-y, il y a un quatrième, il m'a cassé la gueule, alors que moi je suis un troisième, il a un an de moins que moi, il est trop fort. Donc c'est des mecs qui sont ultra puissants comme Olivier Tom, mais qui ont 14 ans en fait. Donc tu te dis c'est trop chelou, mais c'est qu'ils sont super stylés parce qu'en fait il a essayé de retranscrire l'esprit des Furios de l'époque en manga, et aujourd'hui il les connaît plus, donc il a pas fait. Et je vous le conseille, c'est encore en cours, tome 14 actuellement chez Glénat. C'est Glénat, oui. Mais il revient dans le temps et il a tous ses souvenirs de l'adulte qu'il était, du coup. Ouais, en fait il essaye de changer les choses, il essaye de changer le fait que sa amour de jeunesse soit morte dans un conflit de gang, sauf que lui il a toujours été amoureux de cette meuf là, et donc quand il revient 12 ans en arrière, il sort avec elle. Donc et en fait du coup il arrive très rapidement, je vous spoil pas, mais très rapidement il fait des sauts dans le temps, il va de 12 ans en 12 ans, sauf qu'en fait le temps avance toujours. Je sais pas si vous avez vu la carte noire de Nico de précédent film, mais avec, toi oui tu l'as vu, Chris Pratt qui s'appelait salaud. J'ai déjà oublié Tomorrow May Queen. Et c'est le même principe, en fait il faut prendre le temps comme une rivière, et sur cette rivière il y a 2 radeaux, et ces 2 radeaux avancent en continu à la même vitesse. Et c'est ça le principe aussi de Tokyo Revengers, c'est-à-dire que quand tu reviens dans le présent, ça avance, et quand il revient dans le passé, c'est plus le passé de la précédente fois, c'est que le radeau a aussi avancé. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être le seul truc à retenir de Tomorrow Wars, le film que Coucou n'a pas conseillé. Analogie. Mais l'analogie des 2 radeaux, je la trouve extrêmement parlante, ce qui est pas évident quand on parle du temps. Donc voilà pour ma carte blanche, 5 cartes blanches, beaucoup de choses à faire jusqu'au mois prochain. On va voir, faudra tenir les comptes, hein, Nico. Ah, moi je le tiens parce que je sais que vous faites pas mes cartes blanches. Voilà, écoutez, merci à tous, merci Nico, merci Ken, merci Damien, merci Ludo. Merci à toi Mehdi. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter, ça nous fait super plaisir. On est dispo partout sur toutes les applis de podcast, et de toute façon personne n'écoute jamais les dernières secondes, parce que comme moi je coupe les podcasts à la fin quand je vois que c'est terminé. Donc attention, parfois écouter les dernières secondes, il y a peut-être des blagues comme dans si il balance dans un podcast comme dans le dernier Strike X consacré à No More Heroes 3 par exemple. Voilà, écoutez, ce Strike X il tient beaucoup au cœur Damien, et tu as mis beaucoup d'amour dans ce podcast, donc écoutez-le. Merci à tous, et à la semaine prochaine et au mois prochain. De toute façon on fait tellement de podcasts qu'on est tout le temps là. Bye bye. Bye bye. Salut. Bye.